Pendant 10 années consécutives, mes parents m'ont renvoyé chaque cadeau de Noël que je leur envoyais, non ouvert. Maman m'envoyait ce SMS, nous n'acceptons pas les cadeaux d'inconnus. La 11e année, j'ai envoyé un tout dernier paquet. Cette fois, ils l'ont ouvert. Papa m'a appelé 14 fois en 20 minutes, en sanglotant. Le lourd heurtoir en laiton sur la porte en chêne massif a résonné dans le quartier paisible de Tampa. C'était un mardi matin lumineux et l'humidité était déjà assez épaisse pour être mâchée. 2 adjoints du shérif du comté de Hillsborough se tenaient sur le porche. Leurs mains reposaient nonchalamment près de leur ceinture de service. La porte s'est ouverte brusquement. Mon père, Hector, se tenait là dans son peignoir en soie, le visage rougi sous ses cheveux clairsemés. « Qu'est-ce que c'est » exigea-t-il, la voix se brisant sur la dernière syllabe. « Vous vous trompez d'adresse. Nous sommes propriétaires de cette maison. » L'adjoint principal n'a pas scié. Il a tendu un dossier en papier bulle impeccable contenant une ordonnance d'expulsion mandatée par le tribunal. « Monsieur, vous avez 10 minutes pour rassembler vos effets essentiels. Cette propriété appartient désormais légalement à Stranger Holdings LLC. Je m'appelle Gemma Martinez. J'ai 32 ans et je suis experte comptable judiciaire vivant à Miami. En ce moment, je me tiens sur le balcon de mon gratte-ciel, regardant l'océan virer à l'argent sous le soleil du matin. Le verre froid de mon téléphone s'appuie contre ma paume. L'écran s'illumine avec une nouvelle notification. 14 appels manqués de papa en l'espace de 20 minutes. Un message vocal paniqué laissé il y a un instant. Il sanglote tellement fort qu'il peut à peine former des mots. Je n'ai pas répondu au téléphone qui sonnait. Mon silence n'était pas né de la rancune. C'était le retour calculé d'un investissement de 10 ans. Pendant une décennie, j'ai passé chaque mois de décembre à emballer un cadeau soigneusement choisi pour mes parents. Chaque mois de janvier, ce même paquet revenait à la porte de mon appartement. Le carton était cabossé et un épais tampon rouge au retour à l'expéditeur recouvrait mon écriture. Dans l'heure suivant le retour de la boîte, mon téléphone sonnait avec un SMS de ma mère, Sylvia. Nous n'acceptons pas les cadeaux d'inconnus. Cette simple phrase est devenue la mesure déterminante de ma vie. J'ai appris à traquer la fraude d'entreprise et à débusquer les actifs offshore cachés pour gagner ma vie. Je traque l'argent parce que les chiffres ne mentent pas et n'essaient jamais de manipuler votre culpabilité. Mes parents croyaient qu'utiliser le rejet comme une arme finirait par me faire ramper et implorer leur approbation. Ils croyaient détenir tout le pouvoir parce qu'ils vivaient dans une maison payée à Tampa et organisaient de somptueux dîners de quartier. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que si vous traitez quelqu'un d'inconnu pendant assez longtemps, il finira par cesser d'essayer d'être votre fille, il deviendra simplement l'exact inconnu que vous avez demandé. Et les inconnus ne vous font pas de fleurs quand votre château de cartes financier prend feu. Ils achètent simplement les cendres. Il y a 10 ans, l'air à l'intérieur d'un petit restaurant local de Tampa avait le goût du café brûlé et du désinfectant au citron. J'avais 22 ans, assise sur une banquette en vinyle craquelé, sirotant un verre d'eau glacée. En face de moi était assis un peloton d'exécution déguisé en ma famille. Ma jeune sœur, Alyssa, occupait le siège central. Elle rayonnait de ce genre de confiance imméritée qui ne vient que d'une vie entière à s'entendre dire « tu es parfaite ». La flanquant comme des gardes du corps se trouvaient mes parents, Hector et Sylvia. Ils avaient convoqué cette réunion d'urgence un mardi matin, exigeant que je quitte mon emploi de comptable débutante en pleine saison des impôts pour être là. Alyssa fit glisser un dossier de présentation glacé sur la table collante. Elle présentait une application de style de vie. Le concept était un service d'abonnement qui sélectionnait de la nourriture artisanale pour chiens basée sur l'astrologie canine. C'était une idée terrible enveloppée de mots à la mode qu'elle avait mémorisés sur des podcasts internet. Elle n'avait aucun plan d'affaires, aucune expérience en codage, et aucune étude de marché. Ce qu'elle avait, c'était une demande de prêt auprès d'un prêteur en ligne prédateur pour 85 000 $. Le taux d'intérêt imprimé au bas de la page était assez élevé pour me retourner l'estomac. Alyssa se pencha en avant, tapotant son ongle manucuré contre la ligne de signature. Elle expliqua que parce qu'elle n'avait aucun revenu vérifiable et une cote de crédit ruinée par des cartes de magasins impayées, le prêteur exigeait un cosignataire. Elle ne m'a pas demandé si je voulais le faire. Elle m'a dit de le signer. C'était la dynamique sous laquelle nous opérions. J'étais le bourreau de travail. J'avais passé mon adolescence à faire des doubles quarts de travail pour payer mes propres frais de scolarité à l'université pendant qu'Alyssa prenait des années sabbatiques pour se trouver.
Ma cote de crédit était immaculée parce que je la protégeais au péril de ma vie. Maintenant, ma famille s'attendait à ce que j'utilise mon seul actif pour financer son illusion. J'ai baissé les yeux sur les papiers. J'ai calculé les paiements mensuels dans ma tête. J'ai pris en compte les intérêts composés et le défaut de paiement inévitable. Si l'application échouait, la banque se ficherait de l'astrologie canine. Il s'en prendrait à mon salaire. Il drainerait mes maigres économies. Il ruinerait les fondations que j'avais passé 4 ans à couler. J'ai repoussé le dossier de l'autre côté de la table. J'ai regardé ma sœur dans les yeux et j'ai prononcé une seule syllabe. Non. Le restaurant est devenu silencieux comme une tombe. Le cliquetis des couverts de la cuisine a semblé s'évanouir. Alissa a cligné des yeux, son visage se contorsionnant alors qu'elle assimilait le rejet. Pile au bon moment, des larmes ont perlé dans ses yeux. C'était une manipulation exercée, une sonnette d'alarme silencieuse conçue pour appeler nos parents à sa défense. Sylvia a frappé du poing sur la table, faisant vibrer les couverts. Elle m'a accusé d'être jalouse de ma sœur. Elle a dit que j'essayais de saboter Alissa par dépit parce que ma propre vie était si ennuyeuse. Je me suis tourné vers mon père, espérant une once de logique. Hector était un homme qui mesurait une personne à son utilité. Il s'est penché en avant, son visage se durcissant en un masque de pur mépris. Il n'a pas crié. Sa voix était basse, constante, et conçue pour trancher jusqu'à l'os. Il m'a dit que la famille signifie sacrifice. Il a dit que j'étais égoïste et ingrate pour le toit qu'il m'avait fourni pendant mon enfance. Puis il a prononcé la phrase qui allait dicter la décennie suivante de nos vies. Dans le monde réel, Gemma, celui qui tient les cordons de la bourse détient le pouvoir. Si tu refuses d'agir comme une famille, tu es une inconnue pour nous. Il s'est levé. Sylvia et Alissa ont suivi son exemple. Hector a sorti un billet de $10 de son portefeuille, l'a jeté sur la table pour payer son café, et m'a laissé avec le reste de l'addition du petit déjeuner. Je suis resté là, seul, à les regarder s'éloigner dans la berline impeccable de Sylvia. Mes mains tremblaient pendant que je payais la serveuse. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, une clarté froide et tranchante s'est installée dans mon esprit. Si tenir les cordons de la bourse équivalait au pouvoir, j'allais apprendre exactement comment ces cordons étaient tissés. Pour prouver qu'ils n'avaient pas besoin de mon aide, et pour projeter une illusion de richesse intouchable à leurs voisins, Hector et Sylvia sont entrés dans leur banque locale la semaine suivante. Ils ont utilisé le seul actif tangible qu'ils possédaient. Ils ont contracté une ligne de crédit sur la valeur nette de leur maison de 4 chambres payée à temps pas. Ils ont emprunté sur le toit au-dessus de leur tête pour remettre à Alissa le capital d'amorçage de son entreprise vouée à l'échec. Mais Sylvia ne pouvait pas s'arrêter là. Elle avait besoin d'un monument physique à sa fierté. Elle avait besoin de quelque chose qu'elle pourrait photographier et publier en ligne pour prouver que la famille Martinez prospérait sans leur fille aînée ingrate. Son premier achat avec ses capitaux empruntés fut une table à manger. Elle a coûté $15 000 et était taillée dans du marbre italien importé. C'était une pièce de pierre massive et ostentatoire qui occupait la moitié de leur salle à manger. C'était lourd, froid et totalement déplacé dans une maison de banlieue de classe moyenne. Chaque fois que je voyais un aperçu de cette table en arrière-plan d'une publication sur les réseaux sociaux, je la reconnaissais pour ce qu'elle était vraiment. C'était une pierre tombale trônant au centre de leur maison, achetée avec des dettes qu'ils ne pourraient jamais espérer rembourser. Ce matin-là au restaurant a changé ma trajectoire. Le rejet brûlait, mais il a alimenté une ambition implacable. Je me suis jeté à corps perdu dans ma carrière. J'ai étudié la finance d'entreprise, le droit fiscal et le recouvrement d'actifs. J'ai réussi mes examens de certification avec des notes parfaites. Je suis passé de la comptabilité de base au monde brutal et à fort enjeu de l'expertise comptable judiciaire. J'ai appris à traquer les comptes offshore cachés. J'ai appris à disséquer les sociétés écrans. J'ai appris à lire un grand livre et à repérer le moment exact où une personne commençait à se mentir à elle-même. Mon travail consistait à suivre l'argent parce que l'argent laisse une trace que les émotions ne peuvent effacer. Je suis devenu une architecte de la responsabilité pour des clients d'élite à travers le sud de la Floride. J'ai démantelé des fraudes d'entreprises et démêlé les toiles financières de dirigeants intrigants. Je suis devenu riche. J'ai acheté mon appartement dans un gratte-ciel à Miami. J'ai construit une vie qui n'exigeait rien de personne d'autre. Pourtant, je n'ai jamais quitté Tampa des yeux. À travers les archives publiques et une observation discrète,
j'ai surveillé la corde raide financière sur laquelle Hector et Sylvia marchaient. Je les ai regardés injecter de plus en plus de la valeur nette de leur maison dans le trou noir qu'était le style de vie d'Alyssa. Je connaissais les mathématiques mieux qu'eux. Je savais exactement combien de temps il faut aux intérêts composés pour dévorer la valeur nette de toute une vie. Et ainsi, mon expérience a commencé. Chaque mois de décembre, j'emballais un cadeau soigneusement sélectionné et je l'expédiais à leur adresse, un pull en cachemire, une montre vintage, une note manuscrite. Je savais qu'ils le retourneraient. Je savais que Sylvia enverrait son cruel SMS me rappelant mon statut d'inconnu. C'était un test de leur endurance contre ma patience. Je voulais voir si leur désespoir financier finirait par l'emporter sur leur fierté toxique. Au fil des années et de l'accumulation de leurs dettes, les boîtes retournées s'empilaient dans le placard de ma chambre d'amis. J'ai changé de stratégie, introduisant des chèques de banque dans les paquets, les mettant silencieusement au défi d'ouvrir le carton. Mais leur arrogance restait une forteresse. Ils n'avaient aucune idée qu'ils renvoyaient leur propre salut. Ils étaient tellement aveuglés par leur ressentiment qu'ils ont marché de leur plein gré droit dans le piège que je posais discrètement sous leurs pieds. La chambre d'amis de mon appartement de Miami comportait un dressing que j'ouvrais rarement. Il ne contenait ni manteau d'hiver ni linge de rechange. Il servait de musée méticuleusement organisé de ma propre humiliation. 10 boîtes en carton étaient empilées sur l'étagère du haut, disposées par ordre chronologique. Le ruban d'emballage sur les boîtes du bas avait commencé à jaunir et à se décoller sur les bords. Le carton portait l'odeur légère et rance des entrepôts industriels et du papier recyclé. Chaque boîte portait la même encre rouge criarde sur la surface supérieure. Retour à l'expéditeur. L'encre de l'année 1 était effacée. L'encre de l'année 10 restait nette et moqueuse. Je me souvenais du contenu de ces premières boîtes avec une clarté immaculée. L'année 1 était un cardigan en cachemire gris argenté choisi spécifiquement pour s'assortir aux boucles d'oreilles en perles préférées de ma mère. J'ai passé un dimanche après-midi entier à l'emballer dans du papier épais gaufré. 5 jours après l'avoir posté, le facteur me l'a rendu. Le rejet portait un poids physique. Je me suis assise sur le parquet de mon salon, décollant l'emballage endommagé, me demandant quel défaut dans mon caractère me rendait si facile à rejeter. Puis mon téléphone a sonné. Sylvia a rendu son verdict de 5 mots. Nous n'acceptons pas les cadeaux d'inconnus. L'année 3 contenait une montre de plongée vintage restaurée pour Hector. Il l'avait montrée dans un magazine quand j'avais 15 ans, mentionnant comment il ne pourrait jamais justifier cette dépense. J'ai traqué un modèle original et payé un horloger pour réparer les mécanismes internes complexes. Elle est revenue exactement comme le pull. L'année 5 n'était pas un objet. C'était une lettre manuscrite de 4 pages. Je l'ai rédigée cette fois, m'efforçant de trouver l'équilibre parfait entre l'établissement de limites et la vulnérabilité. J'ai offert un rameau d'olivier sans exiger d'excuses. La lettre est revenue intacte. Le sceau de l'enveloppe n'a jamais été brisé. À la 6e année, la douleur du rejet s'est évaporée, remplacée par un détachement analytique froid. Ma carrière d'experte comptable judiciaire m'a formé à voir le comportement humain à travers le prisme d'un grand livre. Chaque action est une transaction. Chaque émotion a un coût caché. J'ai réalisé que mes parents ne rejetaient pas les objets à l'intérieur du carton. Ils consommaient l'acte de rejet lui-même. Jeter mes rameaux d'olivier leur procurait un sentiment de supériorité tordue. C'était la seule monnaie qu'ils sentaient posséder dans un monde où leur véritable compte bancaire se vidait rapidement. Ils maintenaient leur fierté en maintenant mon exil. Depuis mon bureau surplombant la baie de Biscayne, j'ai surveillé leur empreinte financière publique. Les dossiers étaient faciles à obtenir. Je pouvais voir les prêts hypothécaires secondaires, les privilèges qui s'accumulaient, les emprunts imprudents sur la valeur nette de leur maison. Ils finançaient un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, en grande partie pour soutenir ma sœur Alyssa. Pourtant, ils s'accrochaient à leur statut dans leur quartier de banlieue tranquille. Ils organisaient des dîners sur leur table en marbre importé. Ils projetaient une image de prospérité sans effort. Renvoyer mes boîtes était une partie vitale de cette illusion. Cela leur prouvait à eux-mêmes qu'ils n'avaient pas besoin de la fille qui refusait de suivre leurs règles. Décembre est revenu, apportant un bref répit de la chaleur implacable de la Floride. C'était l'heure de l'année 11. Mais les variables de notre équation annuelle devaient changer. Je me préparais à exécuter la phase finale de ma stratégie. Pour réussir cela, j'avais besoin de tester leur conscience de la situation.
Je devais savoir si leur arrogance l'emportait toujours sur leur instinct de survie. J'avais besoin d'une diversion. J'avais besoin d'une fausse piste qui capterait leur attention et flatterait leurs égos fragiles, les rendant aveugles à la véritable menace. J'ai pris l'ascenseur depuis mon cabinet et j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à une pharmacie de chaîne générique. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur pâle et maladive sur les allées. J'ai contourné les présentoirs de fête haut de gamme et j'ai marché droit vers la section des rabais. Mes yeux ont scanné les étagères jusqu'à ce que je trouve exactement ce dont j'avais besoin, une grosse boîte en métal de pop-corn au caramel et au fromage. Elle coûtait $10. Le cylindre en métal était peint avec des rennes de dessins animés criards et des flocons de neige vert vif. C'était bon marché. C'était dépourvu de réflexion ou de sentiment. C'était une insulte à l'esthétique raffinée que Sylvia travaillait si désespérément à cultiver. J'ai rapporté la boîte à mon bureau. Je ne l'ai pas emballée dans du papier gaufré. Je n'ai pas inclus de notes manuscrites. J'ai imprimé une étiquette d'expédition standard, je l'ai collée directement sur les rennes de dessins animés et je l'ai remise à l'employé de la salle de courrier. Pas de ruban, pas de vulnérabilité, juste un code barre et une destination. Ce paquet était un test de résistance. Je savais comment fonctionnait l'esprit de ma mère. Un article bon marché et irréfléchi validerait son récit. Elle regarderait cette boîte générique et supposerait que ma vie s'effondrait. Elle dirait à Hector que j'avais des difficultés financières. Elle utiliserait le popcorn comme preuve concrète que m'avoir chassé était le bon choix depuis le début. L'application de suivi sur mon téléphone est devenue ma priorité. Le colis a traversé l'État, arrivant à Tampa un mardi après-midi. La notification est apparue sur mon écran indiquant une livraison réussie. Je me suis installé pour attendre. Le délai de retour a été plus rapide que les années précédentes. 72 heures plus tard, le concierge dans le hall de mon immeuble m'a remis l'article cabossé familier. Le tampon rouge luisait sur le couvercle en métal. Avant même que j'atteigne les ascenseurs, mon téléphone a vibré dans la poche de mon blazer. J'ai déverrouillé l'écran et lu le SMS entrant. C'était Sylvia. Son message était prévisible, mais elle a ajouté une légère variation à son scénario habituel. Arrête d'essayer. Tu es toujours une inconnue. J'ai fait un pas dans mon appartement et j'ai placé la boîte criarde sur mon îlot de cuisine en granit. J'ai fixé le renne en dessin animé qui dépassait sous l'encre rouge. Je n'ai pas ressenti de douleur familière dans ma poitrine. Je n'ai pas versé une seule larme. Au lieu de cela, un sourire lent et délibéré s'est formé sur mon visage. L'appât avait fonctionné à merveille. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène dans leur salle à manger. Je pouvais imaginer Hector et Sylvia assis autour de leur table en pierre froide, partageant un rire suffisant. Je les imaginais se félicitant d'avoir tenu bon face à l'enfant ingrate. Ils se délectaient de leur mesquine supériorité morale. Ils se sentaient victorieux et intouchables. Leur triomphe sur une collation à $10 leur procurait une nouvelle poussée d'adrénaline. Cette adrénaline était une distraction fatale. Leur garde est tombée. Ils étaient tellement occupés à fixer ma diversion bon marché qu'ils n'ont pas remarqué les nuages de tempête qui s'amoncelaient juste devant leur porte d'entrée. Leur fierté les a rendus myopes. Ils ignoraient les lettres recommandées de leurs créanciers qui s'empilaient dans leur propre boîte aux lettres. Ils étaient aveugles aux avis de retard et aux avertissements de défaut de paiement. Ils supposaient que leur enfant chéri, Alyssa, réparerait miraculeusement leur fondation en ruine. Ils croyaient gagner une guerre d'usure contre moi. Ils n'avaient aucune idée qu'ils se tenaient déjà dans un cimetière financier. La boîte de pop-corn n'était que le premier acte, les laissant totalement vulnérables à la véritable catastrophe que je traquais juste en bas de la côte. Pendant que mes parents étaient assis dans leur salle à manger de Tampa, célébrant leur prétendue victoire sur une collation à $10, la véritable architecte de leur ruine était occupée à publier des photos depuis un chalet de ski à Aspen. Ma sœur Alyssa soignait sa vie numérique avec la précision d'un propagandiste chevronné. Si vous faisiez défiler son fil sur les réseaux sociaux, vous verriez un récit sans faille d'un luxe immérité. Elle portait des combinaisons de ski de créateurs qui coûtaient plus cher qu'une mensualité de prêt hypothécaire standard. Elle posait en tenant des flûtes de champagne en cristal sur les balcons de complexes 5 étoiles. Elle projetait une aura de richesse extrême, une illusion bâtie sur le dos de la valeur nette épuisée de la maison de nos parents. L'homme qui se tenait à côté d'elle sur chaque photo était son mari, Brad. Brad était le fils d'un cadre régional mineur, élevé avec les privilèges d'un country club et zéro responsabilité.
Il possédait le charme lisse et vide d'un homme à qui l'on n'avait jamais dit non. Il conduisait un Porsche Macan gris ardoise, portant des doudounes sans manches matelassées et des mocassins sans chaussettes. Chaque fois qu'il parlait, il s'appuyait sur un flux constant de mots à la mode technologique. Il parlait de perturber les paradigmes, d'exploiter l'architecture blockchain et de décentraliser les écosystèmes financiers. Pour mes parents, il avait l'air d'un génie visionnaire. Ils le traitaient comme le riche sauveur qui validait tous leurs choix. Pour une experte comptable judiciaire, Brad avait l'air d'un signal d'alarme ambulant. Je ne regarde pas les réseaux sociaux de la même manière que les gens normaux. Là où d'autres voient un style de vie glamour, je vois un registre déséquilibré. Je vois des actifs qui se déprécient et des passifs à taux d'intérêt élevés. Une recherche rapide dans les registres fiscaux du comté a confirmé que la Porsche grise ardoise n'était pas achetée. Elle était louée sous un compte commercial qui accusait actuellement un retard de 3 mois. La location de vacances à Aspen a été réservée en utilisant un site de rabais tiers, mais la voiture louée et les vacances subventionnées n'étaient que les symptômes d'une maladie beaucoup plus sombre. Le cœur de leur pourriture financière tournait autour de la soi-disant start-up de crypto-monnaie de Brad. Pendant 2 ans, il a convaincu Hector et Sylvia de puiser continuellement dans la ligne de crédit sur la valeur nette de leur maison pour financer ses levées de fonds d'amorçage. Il leur promettait des rendements astronomiques une fois la société introduite en bourse. Il leur remettait des brochures sur papier glacé remplies de graphiques dénués de sens. Ils croyaient être les premiers investisseurs de la prochaine révolution technologique. Juste que la start-up consistait en un seul agent enregistré opérant à partir d'une boîte aux lettres virtuelle dans un centre commercial près de l'aéroport. Il n'y avait pas d'équipe de développement. Il n'y avait pas de logiciel propriétaire. Il n'y avait pas de produit. L'entreprise n'était rien de plus qu'une société écran conçue pour recevoir des virements entrants. La structure des flux de trésorerie était indéniable. C'était un système de Ponzi classique. Brad sollicitait des fonds d'investisseurs amateurs, y compris mes parents, et utilisait ces nouveaux dépôts pour verser de maigres dividendes aux premiers bailleurs de fonds, créant l'illusion de rentabilité. Il écrémait la majeure partie du haut pour financer son propre style de vie. Mais même un système de Ponzi nécessite un entretien de base pour faire taire les participants. Quand j'ai creusé plus profondément dans les transactions sortantes, les chiffres n'avaient plus de sens. Le capital s'écoulait de la société écran beaucoup plus vite que son train de vie somptueux ne pouvait l'expliquer. J'ai suivi la trace numérique des papiers. J'ai traqué les numéros de routage et tracé les virements bancaires quittant les comptes d'entreprise de Brad. L'argent n'allait pas au développement de logiciels ou à des campagnes de marketing. Il était canalisé vers une série de sociétés holdings offshore basées dans les Caraïbes. De là, les fonds étaient dispersés dans des comptes liés à un secteur très spécifique de la pègre de Miami. Brad possédait une faiblesse fatale que ses vestes matelassées et son jargon technologique ne pouvaient cacher. C'était un parieur invétéré. Il ne pariait pas sur le sport ou ne jouait pas au blackjack dans des casinos sous licence. Il opérait dans des salles de poker clandestines à fort enjeu et non réglementées gérées par une faction tristement célèbre du syndicat russe ici dans le sud de la Floride. Ce n'étaient pas des hommes qui acceptaient les paiements différés ou écoutaient des pitchs sur la perturbation des paradigmes. Ils traitaient en monnaie sonnante et trébuchante et avec des délais stricts. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté terrifiante. Brad se noyait dans des dettes illicites. Les hommes dangereux à qui il devait de l'argent se fichaient de sa start-up fictive. Ils exigeaient un tribut hebdomadaire. Pour les tenir à distance, Brad s'est tourné vers les cibles les plus faciles qu'il connaissait. Il a convaincu Alyssa de manipuler Hector et Sylvia. Chaque fois que le syndicat faisait pression, Alyssa pleurait auprès de mes parents à propos d'un problème temporaire de trésorerie ou d'une phase de développement cruciale pour l'entreprise. Mes parents retiraient docilement $50 000 de plus de la valeur nette de leur maison et les viraient à leur gendre en or. Hector et Sylvia croyaient bâtir une richesse générationnelle. En réalité, ils agissaient sans le savoir comme une tirelire pour un réseau international de crime organisé. L'argent qu'ils ont emprunté sur leur maison familiale achetait des jetons de casino et finançait des opérations illicites à 300 miles de là. Les enjeux avaient officiellement dépassé la simple irresponsabilité familiale. Nous avions franchi la frontière du grave danger criminel. Assise à mon bureau à Miami, regardant les feuilles de calcul accablantes illuminées sur mes écrans, j'ai ressenti un profond frisson. Je n'observais plus une dynamique familiale toxique. J'assistais aux étapes finales de l'effondrement d'un syndicat financier. Ma sœur agissait comme une complice consentante,
extorquant ses propres parents pour empêcher son mari de finir dans une tombe peu profonde dans les Everglades. Et mes parents étaient si désespérés de maintenir leur illusion sociale qu'ils ont joyeusement cédé leur avenir à un homme qui les détruisait activement. C'était la réalité dévastatrice qui faisait tic-tac sous leurs pieds pendant qu'ils célébraient le renvoi de ma boîte de pop-corn. Ils se sentaient puissants et maîtres de la situation, mais les mathématiques étaient inéluctables. Brad avait atteint la limite de sa capacité d'emprunt. La valeur nette de la maison était épuisée. Les prêteurs secondaires fermaient leurs portes. Le syndicat à Miami perdait patience, et la banque qui détenait l'hypothèque des Martinez se préparait à recouvrer son dû. La collision de ces forces n'était plus une possibilité. C'était une certitude mathématique. J'ai fermé les relevés bancaires offshore et je me suis adossé à mon fauteuil en cuir. Je n'avais pas besoin de les prévenir. Les chiffres parleraient d'eux-mêmes bien assez tôt, et le silence qui s'ensuivrait briserait leur monde. Ma découverte de l'exposition criminelle de Brad n'était que le premier domino. Le second est tombé 2 semaines plus tard lors d'une banale soirée de mardi dans mon cabinet. Les gratte-ciels de Miami brillaient de néon par la fenêtre de mon bureau pendant que j'examinais un énorme lot de données. Mon cabinet comptable avait récemment obtenu un contrat lucratif avec une banque régionale de Floride. Notre mandat était d'auditer leur division d'immobilier commercial et résidentiel, en ciblant spécifiquement leur portefeuille d'actifs en difficulté et de prêts non performants. La banque nettoyait son grand livre avant la fin de l'exercice fiscal, préparant une revente massive de dettes toxiques. Mon travail consistait à vérifier les évaluations avant que ces propriétés ne soient envoyées au tribunal du comté pour des enchères de saisie publique. Je faisais défiler des lignes et des lignes interminables de feuilles de calcul Excel. Mes yeux balayaient les numéros de parcelles, les dates de défaut et les soldes de capital impayés. Le travail était fastidieux, un cimetière d'entreprises en faillite, de mariages brisés et de terribles investissements. J'ai atteint la ligne 412 lorsqu'une chaîne de textes spécifiques m'a coupé le souffle. C'était une adresse dans une banlieue paisible et bien entretenue de Tampa. Le numéro de parcelle correspondait à une maison de 4 chambres construite à la fin des années 90. C'était la maison où j'avais appris à faire du vélo. C'était la maison où Hector m'avait dit que j'étais une inconnue. J'ai ouvert le dossier de prêt détaillé, mes mains soudain froides contre le clavier. Les données étaient irréfutables. Hector et Sylvia Martinez n'avaient pas simplement manqué 1 ou 2 paiements sur leur ligne de crédit sur la valeur nette immobilière. Ils avaient 6 mois de retard. Ils étaient en état de défaut catastrophique. La banque avait déjà épuisé les délais de grâce standard et les options d'abstention. Les avis légaux avaient été signifiés, sans doute ignorés, et empilés sur le comptoir de leur cuisine à côté de ma boîte de pop-corn retournée. La banque saisissait la propriété. Selon le calendrier sur mon écran, la maison de Tampa devait être mise aux enchères publiques au palais de justice du comté de Hillsborough dans exactement 4 semaines. L'impact émotionnel m'a frappé avant la logique. Pendant une décennie, j'avais maintenu une distance clinique avec ma famille. J'observais leur déclin financier à travers les archives publiques, les traitant comme des variables abstraites dans une équation. Mais voir l'adresse de mon enfance estampillée d'une date de saisie a brisé ce détachement. La feuille de calcul a rendu cela réel. Dans 28 jours, mes parents allaient perdre leur maison. Ils allaient être expulsés par les shérifs du comté. Ils allaient être jetés à la rue avec rien d'autre que les vêtements sur leur dos et cette ridicule table à manger en marbre. J'ai attrapé mon téléphone sur le bureau. Mon pouce a plané au-dessus du nom du contact de ma mère. J'ai ouvert un fil de SMS qui était en sommeil depuis des mois. J'ai tapé un avertissement. Maman, la banque va saisir. J'ai vu le dossier. Appelle-moi immédiatement. Je peux aider. J'ai fixé la bulle de texte bleue et brillante. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. L'envie de les sauver était profondément enracinée, un vestige de la fille aînée responsable qu'il m'avait élevé à être. Je voulais être le héros. Je voulais intervenir, effacer la dette, et enfin obtenir la validation que j'avais cherchée pendant 32 ans. Mais ensuite, la mémoire musculaire d'une décennie de rejet s'est activée. J'ai pensé aux 10 boîtes empilées dans le placard de ma chambre d'amis. J'ai pensé à l'encre rouge. J'ai pensé au restaurant, au café brûlé, et au regard froid dans les yeux d'Hector lorsqu'il m'a jeté dehors. Si j'envoyais ce texte, Sylvia ne ressentirait pas de gratitude. Elle se sentirait exposée. Sa fierté toxique transmuterait instantanément sa peur en rage. Elle m'accuserait d'avoir piraté ses comptes.
Elle prétendrait que j'étais jalouse d'Alyssa. Elle dirait aux voisins que j'étais une harceleuse essayant de ruiner sa réputation. Elle nierait que la saisie ait lieu jusqu'au moment où les serrures seraient changées. J'ai lentement supprimé le message texte caractère par caractère. Envoyer un avertissement ne leur donnerait que le temps de paniquer, le temps de se bercer d'illusions, ou pire, le temps de canaliser plus d'argent vers Brad dans une tentative désespérée de réparer l'irréparable. Si la banque saisissait, le résultat était certain. Hector et Sylvia se retrouveraient sans abri. Alyssa, dépouillée de son filet de sécurité financier, serait inutile à Brad. Et Brad, confronté à la colère du syndicat de Miami sans sa tirelire de Tampa, abandonnerait immédiatement ma sœur pour sauver sa propre peau. Toute la structure de la famille Martinez allait imploser, les laissant vulnérables face à des hommes qui ne négociaient pas. J'ai posé mon téléphone face contre le bureau. Le conflit émotionnel s'est évaporé, remplacé par une concentration stratégique cristalline. Je ne pouvais pas laisser la banque prendre la maison. Si un investisseur tiers achetait la propriété aux enchères, mes parents seraient expulsés sans pitié. Ils seraient écrasés par la réalité de leur échec. Mais ils n'apprendraient rien. Ils passeraient le reste de leur vie à jouer les victimes, blâmant le système bancaire, l'économie ou la malchance. Ils n'assumeraient jamais la responsabilité de l'arrogance qui les avait détruits. J'ai décidé que j'allais intervenir, mais je n'allais absolument pas demander leur permission et je n'allais pas jouer le rôle de la fille qui pardonne. J'allais utiliser les règles mêmes du jeu qu'ils vénéraient. Hector croyait que celui qui tenait les cordons de la bourse détenait le pouvoir. Il était temps de lui prouver qu'il avait raison. J'ai repris mon téléphone et j'ai composé un autre numéro. J'ai appelé mon avocat personnel, un homme nommé Marcus, qui gérait mes investissements privés. Je lui ai dit que je devais former immédiatement une nouvelle société à responsabilité limitée en utilisant une fiducie sans droit de regard pour masquer mon identité en tant qu'actionnaire principal. Je lui ai donné le numéro de parcelle de la propriété de Tampa et la date de la prochaine vente aux enchères publiques. Je lui ai demandé de préparer un chèque de banque assez important pour surenchérir sur tout investisseur institutionnel. Marcus m'a demandé comment je voulais nommer la nouvelle entité corporative. J'ai regardé la feuille de calcul, l'adresse où je n'étais plus la bienvenue et je me suis souvenu des 5 mots qui ont défini ma vie d'adulte. J'ai dit à Marcus de nommer la société Stranger Holdings LLC, Inconnu Holdings LLC. Je n'allais pas renflouer mes parents. J'allais acheter leurs dettes. J'allais devenir leur propriétaire, leur créancier et leur pire cauchemar absolu. Le piège n'était plus théorique. Les mâchoires étaient officiellement en place. Les 28 jours précédant la vente aux enchères de saisie du comté de Hillsborough se sont écoulés avec la précision angoissante d'un métronome. Je n'ai pas passé ce temps à faire les 100 pas dans mon appartement ou à lutter contre la culpabilité familiale. Je l'ai passé à préparer une stratégie juridiquement infaillible. Chaque matin, avant de passer en revue les portefeuilles de mes clients, je me connectais au portail du greffier du comté. Je regardais la machine judiciaire avancer. La saisie immobilière en Floride est un processus méthodique et impitoyable. Elle exige des avis publics, des périodes de médiation obligatoires et des jugements sommaires finaux signés par un juge. Hector et Sylvia ont ignoré absolument chaque étape. Je le savais parce que le dossier public était régulièrement mis à jour avec des notes d'assignation non retournées et d'absence aux audiences du tribunal. Mon père a toujours assimilé la propriété d'une maison à l'autorité suprême. Je me suis souvenu d'un après-midi d'été précis quand j'avais 17 ans. Hector se tenait sur sa pelouse avant bien entretenue, les bras croisés sur la poitrine, faisant la leçon à un voisin sur la valeur des propriétés et la responsabilité fiscale. Il traitait ce quart d'acre de terrain comme son royaume personnel intouchable. Maintenant, un juge de la cour de circuit avait signé un décret le dépouillant de sa couronne, et il était trop arrogant pour même lire la paperasse. 2 semaines avant la date de la vente aux enchères, je me suis assise en face de mon avocat personnel, Marcus, dans son bureau élégant de Brickell Avenue. La pièce sentait l'acajou poli et l'espresso amer. J'ai fait glisser une traite certifiée sur son grand bureau. Les fonds étaient tirés directement de mes comptes d'investissement privés. La somme était précise, méticuleusement calculée pour surenchérir sur tout investisseur institutionnel cherchant à faire un profit rapide en banlieue. Marcus a examiné la traite, ses yeux scannant les zéros et a haussé un sourcil interrogateur. Il a demandé le nom de l'entité acheteuse. La création d'une fiducie sans droit de regard fournissait le bouclier d'anonymat nécessaire.
Cette fiducie agirait en tant que membre gestionnaire unique d'une société à responsabilité limitée nouvellement formée. J'exigeais que le voile corporatif soit imperméable à tout examen extérieur. Quand Marcus m'a demandé comment nommer la LLC, je n'ai pas hésité. J'ai pensé à l'encre rouge estampillée sur mes cadeaux retournés. J'ai pensé à Sylvia tapant ses SMS venimeux année après année. J'ai dit à Marcus de déposer les statuts constitutifs sous le nom de Stranger Holdings. Signer ces documents de constitution portait un poids profond. Je ne jouais pas le rôle d'un sauveur indulgent se précipitant pour rembourser leurs dettes. J'entrais dans l'arène en tant que superprédateur. En achetant la dette en souffrance lors d'une vente aux enchères publiques plutôt qu'en réglant leur prêt hypothécaire directement avec la banque, je coupais tout leur levier émotionnel. Je ne leur offrais pas un cadeau qu'ils pourraient retourner à l'expéditeur. J'exécutais une prise de contrôle hostile et unilatérale de leur réalité. L'encre séchant sur la ligne de signature ressemblait à la clôture d'un chapitre de 10 ans. Le matin de la vente aux enchères est arrivé avec une humidité étouffante qui s'accrochait au gratte-ciel de Miami par ma fenêtre. Le comté de Hillsborough mène ses enchères immobilières numériquement. Les investisseurs se connectent à un portail stérile, plaçant des enchères en temps réel sans jamais mettre les pieds dans un palais de justice. J'étais assise à mon bureau, une tasse de café noir refroidissant à côté de mon clavier. Marcus était sur une ligne de conférence sécurisée, son écran mis en miroir directement sur le mien. À exactement 10 heures du matin, la propriété de Tampa est apparue sur le registre actif. L'enchère d'ouverture couvrait à peine le capital restant dû à la banque. Quelques enchères par procuration automatisée ont légèrement fait grimper le chiffre. Les acheteurs institutionnels recherchent des marges sûres. Ils veulent des stocks bon marché à revendre pour un profit rapide. Je ne me souciais pas de la marge bénéficiaire. Je me souciais uniquement de l'acquisition. J'ai demandé à Marcus d'entrer notre seuil maximum, un chiffre assez élevé pour faire taire instantanément les algorithmes concurrents. L'écran s'est rafraîchi. Le compteur a défilé en chiffres rouges vifs. Une fois. 2 fois. Le marteau numérique est tombé. La notification a clignoté en texte vert éclatant. Propriété vendue à Stranger Holdings LLC. J'ai expiré un souffle que je ne me rendais pas compte de retenir. La transaction était propre, impitoyable et contraignante. Les fonds ont été transférés directement de mon compte en fiducie au greffe du comté. Dans les 48 heures, le certificat de titre officiel serait émis par le tribunal. Le transfert de pouvoir a été instantané, même si mes parents restaient heureusement inconscients de leur nouveau statut. Hector et Sylvia se sont endormis ce soir-là dans une maison de banlieue de 4 chambres, reposant leur tête sur des oreillers en duvet, croyant qu'ils contrôlaient toujours leur destin. Ils ont probablement dîné sur leur table en marbre italien importé, discutant de la start-up de crypto-monnaie fictive de Brad comme s'il s'agissait d'une entreprise légitime. Ils n'avaient aucune idée que le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Ils ne possédaient plus le toit au-dessus de leur tête. Ils ne possédaient plus une seule once de valeur nette sur laquelle puiser. D'un point de vue strictement légal, mes parents étaient maintenant des squatteurs résidant dans une propriété appartenant entièrement à la fille dont ils s'étaient débarrassés. Ils payaient des factures de services publics pour une structure sur laquelle ils n'avaient aucun droit. Ils arrosaient une pelouse qui appartenait à mon portefeuille corporatif. L'ironie était si vive qu'elle en devenait physique. Hector m'avait dit un jour que celui qui tenait les cordons de la bourse détenait le pouvoir. Il avait indéniablement raison. Je détenais maintenant le titre de propriété de son existence. La phase suivante exigeait une exécution soignée et sans émotion. J'ai appelé Marcus le lendemain après-midi. Je lui ai demandé d'initier les protocoles standards d'expulsion d'entreprise. Il devait traiter les occupants de la maison de Tampa exactement comme notre entité traiterait n'importe quel autre locataire défaillant. J'ai interdit tout traitement de faveur. Il n'y aurait ni appel téléphonique ni visite personnelle, juste la livraison froide et impersonnelle d'un courrier recommandé. Marcus a rédigé les avis préliminaires standards. Les lettres informaient formellement les occupants actuels que la propriété avait changé de main lors d'une vente sur saisie. Les documents demandaient aux occupants de contacter le nouveau groupe de propriétaires concernant leur intention immédiate de quitter les lieux. L'adresse de retour appartenait à un agent enregistré situé dans un parc d'affaires stérile à Tallahassee. Il n'y avait rien sur le papier pour relier les documents à Gemma Martinez. C'était l'ultime test de résistance psychologique. Je voulais voir comment ils réagiraient quand l'illusion de leur richesse se briserait enfin contre le mur de béton d'un avis d'expulsion corporatif.
Lorsque les lettres arriveraient, portant le surnom de mauvais augure de Stranger Holdings, finiraient-ils par paniquer? Leur fierté toxique s'effondrerait-elle assez pour décrocher le téléphone et appeler leur fille éloignée pour qu'elle les sauve? Ou continuerait-il à se cacher la tête dans le sable, prétendant que l'avalanche dévalant la montagne n'était qu'une illusion d'optique? J'ai suivi la livraison du courrier recommandé via le portail du service postal. Le facteur a obtenu une signature. L'horloge s'est mise à tourner. J'ai attendu que mon téléphone sonne. J'ai attendu que Sylvia réalise qu'elle n'avait plus d'issue. Au lieu de cela, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 9 ans. Ce n'était pas ma mère qui demandait une bouée de sauvetage. C'était ma sœur Alyssa sortant de l'ombre, apportant une toute nouvelle escroquerie à ma porte quelques jours seulement avant la fête de Thanksgiving. Les lettres recommandées de ma société nouvellement formée sont arrivées à Tampa exactement 2 jours avant Thanksgiving. Je savais qu'elles avaient été livrées car le service postal avait confirmé les numéros de suivi. J'étais assise dans mon bureau de Miami à regarder l'horloge numérique dans le coin de mon écran. Je m'attendais à ce qu'Hector appelle. Je m'attendais à ce que Sylvia envoie un message frénétique exigeant une explication de la part de quiconque gérait Stranger Holdings. Je m'attendais à ce que la façade se fissure enfin. Au lieu de cela, le téléphone a sonné, mais l'identifiant de l'appelant affichait un numéro que je n'avais pas enregistré depuis que j'avais 22 ans. C'était Alyssa. Ma sœur, l'enfant prodige, l'architecte de leur ruine, prenait contact. J'ai laissé sonner 3 fois avant d'accepter l'appel. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement porté le téléphone à mon oreille, écoutant le bruit ambiant d'un café animé en arrière-plan. Alyssa s'est raclé la gorge, adoptant un ton d'une désinvolture forcée qui m'a immédiatement crispé. Et, Gemma, gazouilla-t-elle, sa voix dépourvue de toute trace du silence de 10 ans entre nous. Ça fait longtemps. Comment ça se passe à Miami? J'ai répondu par une salutation plate et professionnelle. Que veux-tu, Alyssa? La fausse joie s'est évanouie, remplacée par la cadence exercée d'une victime professionnelle. Eh bien, commença-t-elle, le ton montant sur la défensive. J'appelle juste parce que maman et papa traversent une mauvaise passe en ce moment. Ce n'est rien de majeur, juste quelques problèmes temporaires de trésorerie avec les fêtes qui approchent. Brad et moi immobilisons tous nos actifs liquides dans la start-up parce que nous allons entrer en bourse au premier trimestre, donc nous ne pouvons pas les aider ce mois-ci. Je me disais que puisque tu réussis si bien, il est temps que tu t'investisses et que tu agisses comme une fille. L'audace pure de la demande était stupéfiante. Elle n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Elle n'appelait pas pour s'excuser pour le restaurant, le café brûlé, ou la décennie d'exil. Elle appelait pour exécuter une extorsion. Elle voulait que je vire $20 000 sur un compte contrôlé par son mari. Elle présentait l'exigence comme un acte de devoir familial, encadrant mon refus comme un échec moral. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, laissant le silence s'étirer. Mon esprit a parcouru les données judiciaires que j'avais collectées au cours du mois dernier. Je connaissais la location impayée de la Porsche. Je connaissais les sociétés holdings offshore dans les Caraïbes. Je connaissais les salles de poker clandestines et le syndicat de Miami. Alyssa ne demandait pas d'argent pour aider Hector et Sylvia à acheter une dinde de Thanksgiving ou à payer leurs factures de services publics en retard. Elle essayait de m'extorquer pour couvrir les dettes de jeu de Brad. La maison de Tampa avait déjà été vendue aux enchères. Je détenais l'acte de propriété dans un classeur verrouillé à 3 mètres de mon bureau. Les avis d'expulsion avaient été livrés le matin même. Alyssa soit ne savait rien de la saisie, ce qui signifiait qu'Hector et Sylvia le lui cachaient, soit elle le savait et choisissait activement de les laisser couler. Elle voulait vider mes économies pour éloigner la mafia du dos de Brad, avec la ferme intention d'abandonner nos parents à la rue une fois l'expulsion finalisée. J'ai décidé de ne pas abattre mes cartes tout de suite. J'avais besoin de voir à quel point elle était désespérée. J'ai gardé ma voix dénuée d'émotion. $20 000 est une somme de capital importante, Alyssa. Si Brad entre en bourse au premier trimestre, il devrait avoir accès à un financement relais ou à des lignes de crédit de capital risque. Pourquoi as-tu besoin de mon argent? L'hésitation à l'autre bout du fil était palpable. Le bruit du café semblait s'amplifier dans le silence. Écoute, Gemma, tu ne comprends pas comment fonctionnent les startups, ricana-t-elle, d'un ton dégoulinant d'une condescendance injustifiée. Nous sommes dans une période de silence avant l'introduction en bourse. Nous ne pouvons pas montrer de nouvelles dettes dans le grand livre.
C'est un simple prêt relais entre membres de la famille. Tu vires l'argent aujourd'hui et Brad te remboursera avec des intérêts en février. C'était un beau mensonge construit entièrement de mots à la mode qu'elle comprenait à peine. Une période de silence s'applique aux communications concernant une introduction en bourse, pas à la dette opérationnelle de base. Un prêt relais implique des garanties qu'il ne possédait pas. J'ai souri au téléphone, heureuse qu'elle ne puisse pas voir mon expression. Je n'avais pas besoin de l'affronter au sujet de la chaîne de Ponzi ou du syndicat russe. J'avais juste besoin de lui rappeler les règles que notre père avait établies une décennie plus tôt. Je suis désolé, Alyssa, ai-je dit, ma voix stable et froide. Mais Hector a été très clair dans ce restaurant. Celui qui tient les cordons de la bourse détient le pouvoir. Je ne détiens aucun pouvoir dans votre famille. Je suis juste une inconnue, tu te souviens? Demande à Brad de puiser dans son écosystème financier décentralisé. La ligne est devenue silencieuse comme la mort pendant une fraction de seconde. Puis l'explosion a eu lieu. Le masque de la fille inquiète s'est évaporé, remplacé par la rage venimeuse d'un animal acculé. Alyssa a déclenché un torrent d'insultes, sa voix résonnant dans le haut-parleur. Elle m'a traité de ratée jalouse et amère. Elle a prétendu que j'amassais ma richesse parce que personne ne m'aimerait jamais vraiment. Elle a hurlé que je punissais maman et papa pour mes propres insécurités. Elle a exigé que je vire l'argent immédiatement, menaçant de ruiner ma réputation parmi nos parents éloignés si je refusais. J'ai écouté sa tirade déséquilibrée sans l'interrompre. Chaque insulte qu'elle lançait était une autre couche d'armure se calcifiant autour de mon cœur. Toute culpabilité persistante que j'aurais pu nourrir d'avoir acheté leur maison et envoyé ses avis d'expulsion s'est entièrement dissoute. Alyssa était une fraude, terrifiée par les hommes dangereux à qui son mari devait de l'argent, et elle était prête à sacrifier n'importe qui pour se sauver. Elle n'était pas une victime des circonstances. Elle était une complice volontaire dans la destruction de la vie de nos parents. Quand elle s'est enfin arrêtée pour reprendre son souffle, j'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas bloqué son numéro. Je voulais que ces messages désespérés restent dans ma boîte de réception comme une trace numérique de son effondrement. La tentative d'extorsion a confirmé tout ce que je soupçonnais. La structure de la famille Martinez était creuse. L'enfant prodige était en faillite, à la fois moralement et financièrement. Hector et Sylvia protégeaient activement l'homme même qui détruisait leur vie tout en rejetant simultanément la seule personne capable de les sauver. Le piège était maintenant complètement tendu. Le conflit mineur de l'appel téléphonique a parfaitement rempli son objectif. Il a prouvé que mes parents n'étaient pas des victimes innocentes d'un système bancaire prédateur. Ils étaient les facilitateurs d'une entreprise criminelle. Je me suis levé de mon bureau et j'ai marché vers le classeur. J'ai déverrouillé le tiroir du haut et j'ai sorti l'acte de propriété certifié par le tribunal de la propriété de Tampa. J'ai tracé mon doigt sur le sceau en relief du greffier du comté de Hillsborough. Stranger Holdings LLC possédait le champ de bataille. Les vacances de Thanksgiving allaient se passer dans un nuage de déni et de fausse prospérité. Sylvia cuisinerait sans doute un repas somptueux, le servant sur sa table en marbre italien importé à 15 000 $. Hector découperait probablement la dinde, se vantant de l'introduction en bourse imminente de Brad. Ils célébreraient leur prétendue victoire sur la boîte de pop-corn bon marché que j'avais envoyée, se sentant puissants et en sécurité dans leur forteresse de banlieue. Ils festoieraient tout en ignorant les avis d'expulsion corporatifs certifiés reposant non ouverts sur le comptoir de leur cuisine. Ils resteraient volontairement aveugles au tsunami financier qui s'abattait sur eux, choisissant le confort de leurs illusions plutôt que la dure réalité de leur bilan. Mais le calendrier était impitoyable. Décembre approchait à grands pas. La fenêtre de 30 jours mandatée par le droit immobilier de Floride se rétrécissait à chaque heure qui passait. J'ai replacé l'acte de propriété dans le classeur et je l'ai verrouillé solidement. La tentative d'extorsion était terminée. Le jeu d'attente avait officiellement commencé. Le soleil de la mi-novembre cuisait l'asphalte fissuré de l'allée. Hector marcha jusqu'à la boîte aux lettres sur le trottoir, ses genoux lui faisant mal avec un battement sourd et familier. Il en a sorti une épaisse pile d'enveloppes. Les circulaires d'épicerie sur papier glacé glissèrent entre ses doigts, révélant la correspondance sérieuse cachée en dessous. 3 lourdes enveloppes en papier cartonné portaient une adresse de retour froide et inhabituelle. Stranger Holdings LLC, enregistré dans un parc d'affaires stérile de Tallahassee. Hector sentit un picotement froid de sueur se former à la base de son cou. Le papier blanc immaculé ressemblait à une menace physique. Il reconnut la mise en page d'une assignation légale.
Sa respiration devint saccadée, l'air se bloquant dans sa gorge. Mais sa fierté agissait comme un bouclier de fer impénétrable. Ouvrir ce rabat signifiait affronter une réalité qu'il avait passé des années à éviter. Cela signifiait regarder les mathématiques catastrophiques de ses propres échecs. Il tourna les talons, retourna dans le hall climatisé, et jeta les lettres non ouvertes sur l'îlot de cuisine en granit. Elles atterrirent juste à côté de la boîte cabossée de pop-corn aux reines de dessins animés que je leur avais envoyé plus tôt cette semaine-là. Hector regarda la boîte bon marché, permettant à son ressentiment pour moi de prendre le pas sur sa terreur de la société inconnue. Il choisit sa colère familière plutôt que sa ruine imminente. À quelques mètres de là, Sylvia ignora complètement le courrier. Sa concentration restait focalisée comme un laser sur la salle à manger. Elle frottait un chiffon en microfibre sur la surface nervurée de sa table en marbre italien importé, effaçant des taches invisibles. La maison sentait la sauge rôtie, le beurre frémissant et le désespoir silencieux. Elle préparait un festin conçu pour impressionner un public invisible, maintenant une façade qui exigeait un entretien constant et épuisant. L'épicerie à elle seule avait coûté près de $400, passée sur une carte portant un taux d'intérêt de 29%. Hector la regarda disposer des verres à vin en cristal, un muscle tressaillant en rythme dans sa mâchoire. Il savait que leur compte chèque était réduit à quelques centimes, mais il n'offrit aucune protestation. Le silence restait la monnaie principale de leur mariage. 1 heure plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Alyssa et Brad ont glissé dans le hall. Brad portait sa veste matelassée signature, le tissu immaculé et cher. Alyssa portait une tarte achetée en magasin, se plaignant bruyamment de la circulation des vacances sur l'autoroute. Malgré leur apparence soignée, une énergie frénétique et fragile les entourait. Brad vérifiait sans cesse son téléphone, ses yeux filant vers les fenêtres du salon chaque fois qu'une voiture passait. Les ombres de ses créanciers illicites de Miami le suivaient partout. Mais Hector et Sylvia ont choisi de ne voir que le SUV de luxe loué garé dans leur allée. Ils se sont rassemblés autour de la table en pierre froide. Hector a découpé la volaille rôtie avec une précision exercée. Brad parlait fort, lançant du jargon d'entreprise pour masquer la terreur pure qui fuyait de ses pores. Il tissait des comptes d'introduction en bourse imminente et de capture de marché synergique. Sylvia buvait chaque mot comme du bon vin. C'était son chef-d'œuvre. Une famille prospère et couronnée de succès réunis sous un toit de banlieue sécurisé. Avant que quiconque ne touche à son assiette, Sylvia s'est levée et a récupéré son smartphone. Elle a orchestré l'éclairage, forçant tout le monde à se pencher et à sourire pour l'appareil photo. Brad a affiché un sourire creux et forcé. Alyssa a posé parfaitement, inclinant la tête pour capter la lumière du lustre. Hector a levé un verre de vin à moitié vide. Sylvia a pris la photo, a appliqué un filtre numérique chaud pour cacher l'épuisement sous les yeux de son mari, et a tapé sa légende avec une précision venimeuse. Tellement béni par mon mari généreux et mon gendre couronné de succès, Brad. Dieu protège les bonnes familles. Elle a appuyé sur publier, envoyant le mensonge soigneusement organisé dans l'éther numérique. À 300 miles au sud, j'étais assise dans mon appartement calme de Miami, sirotant un verre de vin rouge sec. Mon ordinateur portable reposait sur la table basse en verre. L'algorithme a fait remonter la publication de Sylvia tout en haut de mon fil en quelques minutes. J'ai fixé les pixels brillants sur l'écran. Le niveau d'illusion affiché était presque artistique dans sa pureté. Je n'ai pas regardé leur visage souriant. Mes yeux ont suivi les marches de la photographie. J'ai vu la table en marbre achetée avec des capitaux volés. J'ai vu les gobelets en cristal financés par des lignes de crédit prédatrices vacillant au bord du défaut de paiement. J'ai vu Brad, un homme qui marquait simplement le temps avant que ses agents de recouvrement clandestins ne décident de lui briser les genoux. Surtout, j'ai vu les murs peints de la salle à manger qui les entouraient. Des murs qui appartenaient légalement à mon portefeuille corporatif. Le décalage entre leur projection numérique et leur réalité légale était stupéfiant. Sylvia utilisait des plateformes publiques pour se vanter d'un dîner de fête financé par du plastique à taux d'intérêt élevé, assise à l'intérieur d'une structure saisie. Ils étaient des squatteurs qui se faisaient passer pour la royauté du quartier. Ils remerciaient publiquement l'intervention divine pour protéger une famille qui était actuellement traquée à la fois par un syndicat international du crime organisé et un protocole d'expulsion d'entreprises implacables. J'ai ouvert mon application d'expédition sur mon téléphone. Les accusés de réception certifiés confirmaient qu'Hector avait reçu les avis d'avertissement initiaux de Stranger Holdings.
quelqu'un avait signé pour les enveloppes. Pourtant, il n'y avait pas eu de panique. Je n'avais reçu aucun appel frénétique d'un avocat engagé tentant de négocier un règlement. Hector avait clairement choisi d'enterrer les enveloppes plutôt que de lire les exigences à l'intérieur. La boîte de pop-corn en carton bon marché était posée sur leur comptoir, absorbant toute leur attention et leur rancune, pendant que leur bourreau attendait patiemment dans la même pile de courrier. Regardez cette photographie de Thanksgiving a éradiqué le moindre doute résiduel caché dans ma poitrine. Si j'étais intervenu des mois plus tôt avec un chéquier ouvert, si j'avais simplement remboursé leurs dettes et leur avais donné une ardoise vierge, ce dîner exact aurait tout de même eu lieu. Ils auraient continué à vénérer Brad comme un visionnaire. Ils auraient continué à me considérer comme un outil subalterne utile uniquement pour équilibrer leurs comptes. Ils avaient besoin d'une crise qui ne pouvait pas être glissée sous un tapis importé ou cachée derrière un filtre de réseau social. La mascarade a prouvé mon hypothèse de longue date. Hector et Sylvia chevaucheraient leur arrogance directement du haut d'une falaise abrupte, en accélérant tout au long de la descente. La fenêtre d'expulsion de 30 jours mandatée par la loi de la Floride était maintenant officiellement enclenchée. Décembre se profilait sur le calendrier, apportant une fin inévitable à la période de silence. La tradition annuelle de la boîte de Noël rejetée devait évoluer. Elle ne pouvait plus être un test de leur endurance ou une mesure de leur rancune. Elle devait être la conclusion définitive et inéluctable à notre guerre longue d'une décennie. J'ai fermé mon ordinateur portable, laissant l'image de leur visage souriant se fondre dans le verre noir. J'ai marché dans le couloir jusque dans ma chambre d'amis et j'ai ouvert la porte du placard. Les 10 boîtes précédentes étaient posées dans l'ombre, monument à une fille qu'ils avaient jetée. Je savais exactement comment j'allais structurer la 11e livraison. Elle n'arriverait pas enveloppée dans du papier gaufré festif. Elle porterait l'esthétique stricte et clinique de la finalité corporative. J'allais construire un paquet qui démantèlerait leur fierté pièce par pièce, exposerait leur enfant prodige pour l'escroc qu'elle était, et leur présenterait le salut qu'ils seraient obligés de me regarder détruire. L'air humide de fin novembre a fait place au froid artificiel et vif de Miami en décembre. Les guirlandes lumineuses de la ville autour des palmiers signalaient l'arrivée de la saison qui, traditionnellement, ne m'apportait rien d'autre qu'une boîte en carton cabossé et un SMS cruel. Cette année, le rituel exigeait une refonte complète. Je n'étais plus une fille exilée cherchant une validation à travers du cachemire et des montres vintage. J'étais la directrice générale de Stranger Holdings, et ma livraison finale devait refléter cette réalité irréfutable. Le suspense ne résidait pas dans le fait de savoir s'ils rejetteraient mon offrande, mais dans le moment exact où la réalisation de leur destruction prendrait forme. J'ai passé la 2e semaine de décembre à compiler le dossier. Ma table à manger, généralement réservée à la révision des portefeuilles clients, est devenue le terrain de préparation pour le démantèlement de la façade de la famille Martinez. Je n'ai pas acheté de papier cadeau. Je n'ai pas acheté de ruban festif ni de cartes de vœux manuscrites. L'esthétique que j'exigeais était stérile. Une autorité indéniable. J'ai réquisitionné une pile de dossiers de présentation d'entreprises bleu foncé et épais dans la réserve de mon cabinet. Le matériau était épais et rigide, conçu pour contenir des rapports d'audit de plusieurs millions de dollars, pas des excuses sentimentales. Le premier document que j'ai placé à l'intérieur du dossier était l'avis officiel de 30 jours pour quitter les lieux, estampillé par le tribunal. Le document a été généré par Marcus, mon avocat, et il adhérait strictement au statut du droit immobilier de Floride. Attaché directement derrière l'avis se trouvait une copie certifiée conforme de l'acte de propriété. Le sceau en relief du greffier du comté de Hillsborough se détachait sur le papier d'un blanc immaculé. Le texte indiquait clairement que Stranger Holdings LLC avait acheté la propriété aux enchères publiques, transférant tous les droits de propriété légaux loin d'Hector et Sylvia Martinez. C'était la frappe fondamentale. Elle a éradiqué leur principale source de fierté et les a exposés comme de simples locataires squatteurs dans leur propre royaume de banlieue. Mais une expulsion légale n'était que la moitié de l'équation. Hector et Sylvia pourraient théoriquement tenter de rationaliser la perte de la maison face à une entreprise sans visage. Ils pourraient essayer de raconter à leurs voisins une histoire de pratiques bancaires prédatrices, préservant leur illusion de statut de victime. Pour empêcher cela, je devais anéantir le veau d'or qu'ils avaient vénéré au cours des 3 dernières années. Le deuxième élément que j'ai ajouté au dossier était un résumé comptable judiciaire complet de l'entreprise fictive de Brad. J'ai condensé des semaines d'enquête en 4 pages de mathématiques accablantes et inéluctables. Les impressions détaillaient les dates exactes auxquelles Hector et Sylvia avaient retiré des fonds de leur ligne de crédit sur la valeur nette de leur maison.
À côté de ces dates, j'ai cartographié les virements correspondants que Brad avait exécutés, canalisant leurs capitaux directement dans des sociétés holdings offshore dans les Caraïbes. La dernière page contenait un organigramme reliant ces comptes offshore à des syndicats de jeux connus opérant dans la pègre de Miami. Les données prouvaient au-delà de tout doute raisonnable que Brad dirigeait une chaîne de Ponzi et qu'Alyssa le protégeait activement pendant qu'il volait l'avenir de ses parents. Ce document a été conçu pour couper le lien psychologique les rattachant à l'enfant prodige. La composante finale nécessitait la considération la plus minutieuse. J'avais besoin d'un mécanisme pour démontrer la finalité absolue de mon pouvoir. J'ai conduit jusqu'à mon institution financière principale au centre-ville de Miami. J'ai demandé une rencontre avec mon banquier personnel et j'ai autorisé un retrait important de mon compte en fiducie. J'ai attendu pendant que le guichetier imprimait un tout nouveau chèque de banque certifié. Le papier semblait lourd dans ma main, portant le filigrane de la banque émettrice. La ligne du bénéficiaire portait les noms d'Hector et Sylvia Martinez. Le montant était exactement de $100 000. Ce chèque n'était pas un cadeau. C'était un instrument de torture psychologique. Pendant 10 ans, ils avaient retourné mes colis non ouverts, choisissant leur rancune plutôt que mes tentatives de connexion. J'allais faire miroiter leur salut juste devant leurs yeux, prouvant que je possédais les ressources dont ils avaient si désespérément besoin, seulement pour leur rappeler les règles qu'ils avaient établies. Je suis rentré à mon appartement et j'ai posé le chèque certifié sur les impressions judiciaires. J'ai débouché un stylo plume noire et j'ai écrit une seule phrase sur un morceau de papier cartonné épais. Je n'ai pas utilisé de salutation. Je n'ai pas signé mon nom. Le message était concis et dénué d'émotion. Vous avez retourné chaque cadeau d'une inconnue. Alors, l'inconnu a acheté votre maison. Joyeux Noël. J'ai attaché la note avec un trombone directement au chèque de $100 000. J'ai glissé les 3 éléments dans le dossier corporatif bleu foncé, l'avis d'expulsion officiel, la preuve indéniable de la fraude criminelle de Brad, et la bouée de sauvetage qu'il ne pourrait jamais toucher. Chaque page était une arme de responsabilité de destruction massive méticuleusement calculée. J'ai scellé le dossier à l'intérieur d'une enveloppe d'expédition en carton rigide portant l'adresse de retour de Stranger Holdings LLC à Tallahassee. Parce que je savais qu'Hector avait ignoré le courrier recommandé, je ne pouvais pas compter sur le service postal pour cette livraison. L'impact nécessitait une consommation immédiate et garantie. J'ai engagé un huissier de justice privé basé à Tampa, un policier à la retraite nommé Davis qui se spécialisait dans l'exécution d'assignations légales difficiles. J'ai fourni à Davis l'enveloppe scellée et des instructions strictes concernant le moment de la livraison. Le colis ne devait pas être laissé sur le porche ni remis à un voisin. Il nécessitait un transfert physique direct à Hector Martinez. J'ai programmé l'exécution pour la fin de l'après-midi de la veille de Noël. Je savais que Sylvia serait occupée à préparer le somptueux dîner de fête financé par la dette qu'elle avait planifié. Je savais que Brad et Alyssa arriveraient probablement bientôt, cachant leur terreur derrière des vêtements de marquer un jargon technologique vide. Le timing était crucial. La livraison devait interrompre leur réalité organisée, frappant quand leur garde était au plus bas et leur arrogance au plus haut. La semaine précédant la veille de Noël s'est déroulée avec une lenteur angoissante. J'ai continué à travailler, analysant les registres de mes clients et assistant aux réceptions de fin d'année, mais mon esprit restait ancré à la collision imminente à Tampa. Le piège était tendu, l'appât était chargé, et le bourreau était programmé. La décennie de silence, les boîtes retournées, le restaurant sentant le café brûlé. Tout cela convergeait vers ce dossier bleu foncé reposant sur le siège passager de la voiture d'un huissier. Le jeu d'attente était presque terminé. Le moment de l'impact approchait et j'avais l'intention d'assister à chaque seconde des retombées. La veille de Noël est arrivée à Tampa avec une vague de chaleur inhabituelle pour la saison. Le soleil tapait fort sur les rues de la banlieue, projetant des ombres dures et impitoyables sur la pelouse méticuleusement entretenue d'Hector et Sylvia. À l'intérieur de la maison, la climatisation bourdonnait, masquant l'odeur du désastre imminent. Sylvia était probablement dans la cuisine, orchestrant les derniers détails d'un festin de fête conçu pour projeter une image de prospérité sans effort. Hector faisait probablement les 100 pas dans le salon, sirotant un verre de scotch, essayant d'ignorer l'anxiété grandissante qui rongeait les bords de sa conscience. À exactement 16 heures de l'après-midi, une berline grise banalisée s'est garée dans leur allée. Davis, le policier à la retraite que j'avais engagé, est sorti du véhicule. Il portait une chemise boutonnée blanche impeccable et un pantalon sombre projetant une aura d'autorité indéniable.
Il portait le lourd dossier corporatif bleu foncé portant l'emblème de Stranger Holdings LLC. Il ne portait pas de porte-bloc ou de sourire amical. Il possédait le comportement sombre d'un homme livrant un diagnostic terminal. Davis a marché sur l'allée en béton et a frappé fermement sur la lourde porte en chêne. Le son a résonné dans le quartier paisible. Hector a répondu, les sourcils froncés d'irritation. Il s'attendait à un chauffeur-livreur ou à un voisin déposant un panier cadeau générique. Au lieu de cela, il s'est retrouvé face à un homme tenant un document qui démantèlerait toute sa réalité. Davis a demandé Hector Martinez. Hector a confirmé son identité, la voix teintée d'une arrogance défensive. Davis lui a tendu le lourd dossier, a déclaré qu'Hector avait été assigné, et est retourné à sa voiture sans ajouter un mot. Hector est resté sur le pas de la porte, fixant l'enveloppe bleu foncé dans ses mains. Le logo de Stranger Holdings LLC le fixait en retour, une manifestation physique de l'entité corporative qu'il essayait d'ignorer depuis des semaines. Il a fermé la porte, le cœur battant contre ses côtes. Il a porté l'enveloppe dans la salle à manger, la plaçant sur la surface froide de la table en marbre italien importé. Il a supposé que c'était une erreur bureaucratique, une erreur liée à la saisie bancaire que Brad avait promis de gérer. Il a supposé que le gendre en or avait simplement manqué une échéance, et que ce document n'était qu'un avertissement formel. Il a tranché le seau avec un coupe-papier en argent. Le premier document qu'il a extrait était l'avis de quitter les lieux officiels estampillés par le tribunal. Le jargon juridique était dense, mais le message central était inéluctable. La propriété située à son adresse exacte avait été vendue aux enchères publiques. L'acte de propriété était joint, prouvant que Stranger Holdings LLC était le seul propriétaire légal. Hector Martinez était un squatteur dans sa propre maison. Il avait exactement 30 jours pour quitter les lieux avant que le shérif du comté ne l'expulse de force avec ses affaires. L'air dans la salle à manger semblait avoir disparu. Hector s'est affaissé dans l'une des chaises rembourrées, les mains tremblant violemment. L'illusion de son autorité, le fondement de sa fierté, s'est effondré en poussière. Il est passé à la section suivante du dossier, cherchant une explication, cherchant quelqu'un à blâmer. Il a trouvé le résumé comptable judiciaire que j'avais préparé. Il a vu les dates exactes où il avait retiré des fonds de sa ligne de crédit sur la valeur nette immobilière. Il a vu les virements correspondants que Brad avait exécutés, déplaçant l'argent vers des sociétés holdings offshore. Il a vu l'organigramme reliant ses comptes au syndicat de Miami. La trahison était absolue. L'enfant prodige, l'entrepreneur visionnaire qu'il avait vénéré, était un criminel. Alyssa et Brad n'avaient pas seulement perdu son argent dans un mauvais investissement. Ils avaient activement volé ses capitaux propres pour rembourser des dettes de jeu dangereuses. Ils l'avaient utilisé comme bouclier humain, sacrifiant son avenir pour protéger leur propre peau. La réalisation l'a frappé avec la force d'un coup physique. Le gendre qu'il avait encensé auprès de ses voisins était un escroc. Et la fille qu'il avait élevée au-dessus de tout était une complice. Puis Hector a vu le dernier élément dans le dossier, le tout nouveau chèque de banque certifié fait à l'ordre d'Hector et Sylvia Martinez pour exactement $100 000. Le filigrane de la banque émettrice luisait dans la lumière de l'après-midi. C'était une bouée de sauvetage. C'était assez de capital pour obtenir une nouvelle location, engager un avocat de la défense, et peut-être sauver une fraction de leur dignité. Il a tendu la main vers le chèque, un halètement désespéré s'échappant de sa gorge. Mais le chèque était attaché par un trombone à un morceau de papier cartonné épais. Hector a lu la seule phrase manuscrite. Vous avez retourné chaque cadeau d'une inconnue. Alors, l'inconnu a acheté votre maison. Joyeux Noël. Les mots lui ont brûlé les rétines. La réalisation du piège que j'avais tendu a fini par prendre tout son sens. La société sans visage qui avait acheté sa dette, l'entité qui avait émis l'avis d'expulsion, le prédateur anonyme qui possédait maintenant sa maison, était la fille qu'il avait jetée 10 ans plus tôt. La fille qu'il avait considérée comme une inconnue. La fille à qui il avait dit qu'elle n'avait aucun pouvoir parce qu'elle ne tenait pas les cordons de la bourse. À 300 miles au sud, j'étais assise sur mon balcon surplombant la baie de Biscayne. L'application de suivi sur mon téléphone a sonné, confirmant que l'huissier avait livré le colis avec succès. J'ai regardé ma montre. J'ai calculé le temps qu'il faudrait à Hector pour lire l'avis d'expulsion, digérer l'expertise comptable et découvrir le chèque. J'ai estimé 5 minutes. Exactement 5 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. L'identifiant de l'appelant affichait le mot «
papa. C'était la première fois que cette séquence spécifique de chiffres apparaissait sur mon écran en 10 ans. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran briller, le téléphone vibrant contre la table en verre. L'appel a été transféré sur la messagerie vocale. 10 secondes plus tard, il a sonné à nouveau et puis encore. Le rythme des appels entrants était frénétique, une manifestation numérique de pure panique. 14 appels manqués enregistrés en l'espace de 20 minutes. Le silence que j'avais enduré pendant une décennie était enfin rompu, remplacé par un barrage désespéré et implacable. J'ai ouvert mon application de messagerie vocale et j'ai appuyé sur lecture sur le premier message. Le fichier audio a capturé le son d'un homme s'effondrant complètement. Hector, le patriarche, qui avait toujours parlé avec une autorité mesurée, l'homme qui m'avait exilé avec une froide précision, hyperventilait. Sa respiration était saccadée, interrompue par des sanglots incontrôlables et déchiquetés. Il me suppliait de décrocher le téléphone. Il bredouillait de manière incohérente à propos du dossier corporatif, de l'avis d'expulsion et du chèque. Il n'arrêtait pas de répéter mon nom, sa voix se brisant avec un désespoir qu'il n'avait jamais montré auparavant. L'enregistrement audio était la bande originale d'une ruine financière totale. L'arrogance qui avait alimenté son rejet avait disparu, remplacée par la terrifiante clarté de sa propre destruction. Il réalisait que la dynamique de pouvoir avait violemment changé. Il n'était plus le souverain d'un royaume de banlieue. Il était un homme indigent, implorant la pitié de l'inconnu qu'il avait créé. J'ai écouté le message vocal 3 fois, mon expression restant complètement neutre. Le piège s'était refermé, la proie était attrapée, et la phase finale du jugement allait commencer. Le téléphone a vibré contre la table en verre pour la 15e fois. J'ai regardé l'écran palpiter avec le nom de mon père, la manifestation numérique d'un homme dont l'arrogance avait finalement heurté la réalité. Je n'ai pas accepté l'appel audio. J'ai appuyé sur l'icône pour lancer une connexion FaceTime. Je voulais le regarder dans les yeux. Je voulais être témoin du moment exact où l'illusion qu'il avait passé une décennie à cultiver se dissoudrait dans la terreur. L'écran a vacillé, révélant le visage d'Hector. La transformation était saisissante. Le patriarche confiant et dominateur qui m'avait banni dans ce restaurant de Tampa n'était plus. À sa place était assise une coquille d'homme creuse et tremblante. Sa peau était pâle et glissante de sueur. Ses yeux étaient écarquillés et injectés de sang, dartant frénétiquement autour de la pièce comme s'il cherchait une trappe de secours qui n'existait pas. Il tenait le dossier corporatif bleu foncé d'une main et s'accrochait au chèque de banque certifié de l'autre. Ses mains tremblaient si violemment que le papier cliquetait contre le microphone. « Gemma » a-t-il haleté, la voix se brisant sur la première syllabe. « Oh mon Dieu, Gemma, tu as répondu. » Je n'ai pas offert de salutation. Je me suis reculé dans mon siège, mon expression verrouillée dans un masque de détachement professionnel absolu. J'ai laissé le silence s'étirer, le forçant à remplir le vide avec sa panique. Il a tenu l'avis d'expulsion froissé devant l'objectif de la caméra. « Gemma, s'il te plaît. Tu dois me dire que c'est une erreur. » Il hyperventilait maintenant, les mots trébuchant les uns sur les autres dans une précipitation désespérée. « La maison, la saisie, Stranger Holdings. C'est toi. As-tu acheté notre maison? » J'ai regardé le document légal froissé sur mon écran. Oui, Hector. J'ai acheté l'acte de propriété aux enchères du comté. Je suis propriétaire de la maison. Son visage s'est froissé, un mélange de soulagement profond et d'horreur abjecte luttant pour la domination. Il réalisait que le bourreau tenant la lame était sa propre fille. Il supposait que ma présence signifiait le salut. Il supposait que les vieilles règles du devoir familial, les règles qu'il avait utilisées comme une arme contre moi pendant 32 ans s'appliquaient toujours. Dieu merci, a-t-il sangloté, essuyant une main tremblante sur sa bouche. Dieu merci, c'était toi, Gemma. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons trouver une solution. Il a levé le chèque certifié, le filigrane accrochant la lumière. J'ai vu le chèque que tu as envoyé, $100 000. Nous pouvons utiliser ça pour te racheter la maison, ou nous pouvons l'utiliser pour payer un loyer. Ce que tu veux. Nous signerons tout ce dont tu as besoin. Nous pouvons réparer ça. Il s'est penché plus près de la caméra. Son désespoir palpable. Gemma, tu dois me croire. Nous ne savions rien pour Brad. Nous ne savions pas qu'il volait l'argent. Nous ne savions rien des jeux de hasard ou des comptes offshore.
Il nous a menti. Alissa nous a menti. Ils nous ont utilisés. Tu dois nous aider. Je l'ai fixé du regard. J'ai vu la faiblesse qu'il avait passé toute une vie à essayer de cacher. J'ai vu l'homme qui avait exigé que je sacrifie mon avenir financier pour financer les illusions de ma sœur, maintenant mendiant pour sa propre survie. Il était prêt à jeter son enfant prodige au loup dès l'instant où les conséquences devenaient réelles. Sa loyauté était entièrement situationnelle, fondée sur la personne qui détenait le plus de pouvoir à un moment donné. J'ai gardé la voix basse, mesurant chaque syllabe avec une précision glaciale. Pendant 10 ans, Hector, j'ai essayé de maintenir une connexion. J'ai envoyé des cadeaux. J'ai envoyé des lettres. Chaque mois de janvier, tu les as retournés sans les ouvrir. Tu as permis à Sylvia de m'envoyer un message me rappelant que j'étais une inconnue. Tu t'es débarrassé de moi parce que je refusais d'être ta victime financière. J'ai fait une pause, laissant le poids de la décennie s'installer entre nous. Ce chèque que tu tiens, c'était ton renflouement final. C'était le capital dont tu avais besoin pour obtenir un nouveau bail, engager un avocat, et survivre aux retombées de ta propre arrogance. Ses yeux se sont agrandis, reflétant une étincelle d'espoir désespéré. Il a serré le chèque plus fort, interprétant mal mes mots. Oui, a-t-il soufflé. Merci, Gemma. Merci beaucoup. Avant que la gratitude ne puisse se former complètement sur ses lèvres, je me suis penché vers la caméra. J'ai maintenu un contact visuel mort et sans ciller, mais j'ai continué, mon ton descendant à un murmure froid. Comme Sylvia aime me le rappeler, les inconnus ne font pas de renflouement. J'ai descendu la main vers mon bureau, légèrement hors cadre. J'ai récupéré la copie carbone identique du chèque certifié que j'avais conservé pour mes dossiers. Elle portait exactement les mêmes numéros de routage, exactement le même montant, et exactement le même filigrane. J'ai soulevé le papier dans le cadre, m'assurant qu'il pouvait lire les caractères gras. J'ai tenu le chèque à 2 mains. Je n'ai pas rompu le contact visuel. J'ai positionné mes doigts près du centre du document. Lentement, délibérément, avec la lenteur angoissante d'un chirurgien faisant une incision, j'ai déchiré le papier en 2. Le bruit de la déchirure a résonné dans les haut-parleurs, un bruit sec et net qui a rompu le dernier lien entre nous. Hector a hurlé. Ce n'était pas un mot, mais un bruit primitif et guttural d'horreur absolue. Il a regardé la bouée de sauvetage à laquelle il s'accrochait s'évaporer sous ses yeux. Le chèque qu'il tenait dans ses mains tremblantes était maintenant nul, annulé par l'émetteur, rendu totalement inutile. Il est retombé sur sa chaise, faisant tomber le téléphone sur la table en marbre italien importé. La caméra s'est inclinée vers le haut, capturant le ventilateur de plafond tournant paresseusement au-dessus de lui pendant que ses sanglots remplissaient mon appartement de Miami. La réalisation l'a frappé avec la force d'un train de marchandises. Il n'avait plus de temps, plus d'argent, et n'avait absolument plus aucune option. La décennie de silence s'était terminée, non pas par une réconciliation, mais par une exécution totale et dévastatrice. Le bruit du papier déchiré a fait écho à travers la connexion numérique. Un bruit net, définitif qui a coupé notre dernier lien hypothétique. Avant même que les moitiés déchirées du chèque ne retombent sur mon bureau, un flou de mouvement a envahi l'écran. Sylvia a arraché l'appareil des doigts mous et tremblants de son mari. Son visage a rempli le cadre, déformé par l'angle de la caméra et par une fureur pure et débridée. Pendant une décennie, elle avait communiqué avec moi exclusivement par de brefs SMS punitifs, maintenant une distance vierge et soignée. Maintenant, je voyais le véritable visage sans fard de son ressentiment. Son maquillage soigneusement appliqué était légèrement étalé par la chaleur de sa cuisine, et les veines de son cou se tendaient contre sa peau. Elle n'a pas demandé grâce. Elle n'a pas imploré de sursis. Elle a exigé l'obéissance. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle hurlé, la voix assez aiguë pour faire saturer l'audio de mon côté et le déformer en un crépitement dur. Nous sommes ta famille. Nous partageons le même sang. Tu falsifies ces documents. Tu pièges ta sœur parce que tu as toujours été amer de son succès. C'était un mécanisme de défense psychologique fascinant à observer en temps réel. Confrontée à la preuve irréfutable de sa propre disparition financière, Sylvia a instinctivement eu recours à son scénario le plus fiable. Pendant mon enfance, tout conflit entre Alissa et moi se terminait avec Sylvia déformant la réalité pour protéger sa plus jeune fille. Si Alissa cassait un vase, Sylvia me blâmait de l'avoir placé trop près du bord. Maintenant confrontée au fait de se retrouver sans abri,
elle s'accrochait au concept de loyauté familiale. Oubliant commodément qu'elle était la principale architecte de mon exil, elle essayait de réécrire l'histoire tout en se tenant à l'intérieur d'une structure saisie, projetant son propre venin sur la seule personne qui leur avait jamais offert une véritable bouée de sauvetage. Je n'ai pas élevé la voix pour égaler son hystérie. Augmenter mon volume impliquerait qu'elle possédait la capacité d'affecter mon état émotionnel. Au lieu de cela, je me suis penché plus près de l'objectif, m'assurant que mon regard se verrouille directement sur le sien. La lumière du soleil de l'après-midi filtrant dans mon appartement de Miami projetait de longues ombres nettes sur mon bureau en acajou, reflétant la précision chirurgicale de mes prochains mots. Je suis experte comptable judiciaire, Sylvia, ai-je dit, abaissant mon ton pour atteindre un calme silencieux et terrifiant. Je ne traite pas dans le sang. Je traite dans le papier. Je traite dans les grands livres, les numéros de routage et les actes de propriété certifiés. Et selon le papier, nous sommes des inconnus. J'ai regardé sa mâchoire se refermer. Le mot inconnu flottait dans l'air humide de la Floride entre nous, un reflet fidèle de l'arme exacte qu'elle avait brandie contre moi chaque mois de janvier. Elle a ouvert la bouche, inspirant profondément pour lancer une autre volée d'accusations sans fondement. Mais j'ai levé la main, un commandement silencieux qui l'a stoppé net. Arrête de crier et regarde le dossier bleu foncé posé sur ta table de salle à manger importé, ai-je ordonné. Prends le dossier. Va à la 3e page du paquet. Lis les chiffres imprimés à l'encre noire et stricte. Elle a hésité, ses yeux s'éloignant de l'objectif de la caméra. Le cadre a tremblé sauvagement alors qu'Hector s'est penché, ses mains feuilletant les lourdes pages en carton jusqu'à ce qu'il trouve la feuille spécifique à laquelle je faisais référence. Sylvia s'est penchée, ses yeux scannant les rangées ordonnées de données agrégées. J'ai narré la sombre réalité de leur bilan, dépouillant systématiquement les mots à la mode de la technologie et les illusions du country club dont Brad les avait nourris pendant des années. Ces séquences numériques sont des chiffres de routage offshore, ai-je expliqué, ma voix stable et inflexible. Chaque fois que Brad a prétendu que sa start-up révolutionnaire avait besoin d'un capital d'amorçage. Chaque fois qu'Alissa t'a appelé en pleurant à propos d'un problème soudain de trésorerie, il vidait activement la valeur nette de votre maison. Regarde la colonne tout à droite de la page. Ces fonds ne sont pas allés à des développeurs de logiciels. Ils ne sont pas allés à des équipes de marketing ou à la recherche de produits. Ils ont été virés directement à des sociétés holdings contrôlées par un syndicat de jeux clandestins opérant juste ici, dans le sud de la Floride. La couleur s'est drainée du visage de Sylvia, la laissant jaunâtre et soudainement très vieille. La rage toxique qui avait alimenté son explosion initiale s'est évaporée, remplacée par la peur creuse et étouffante de la compréhension. La feuille de calcul ne se souciait pas de sa présence soignée sur les réseaux sociaux. Les mathématiques de la trahison étaient entièrement objectives. Elle a lu les dates des transferts sortants. Elle correspondait aux jours exacts où elle s'était assise dans l'agence de sa banque locale, autorisant la libération de la valeur nette de sa maison payée. Elle avait personnellement financé la destruction de son propre sanctuaire pour empêcher un criminel de finir dans une tombe peu profonde. Le silence dans la salle à manger de Tampa est devenu profond. Le doux bourdonnement de leur système de climatisation centrale était le seul son transmis par le microphone. Puis un nouveau bruit a rompu le silence. C'était le tapotement frénétique et désespéré sur du verre. Hector avait sorti son propre téléphone portable de la poche de son peignoir. Ses doigts glissaient sur l'écran alors qu'il composait le numéro d'Alissa. Il a placé l'appareil sur la table et a activé la fonction haut-parleur. La ligne a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. La tension s'est étirée à l'extrême, un fil fragile prêt à casser sous la pression immense. À la 4e sonnerie, le message d'accueil automatisé de l'opérateur s'est enclenché. Une voix mécanique a joyeusement annoncé que l'abonné était actuellement indisponible. Hector a raccroché et a recomposé la séquence. Le résultat a été identique. L'enfant prodige, la fille qu'ils avaient tout sacrifié pour élever, filtrait leurs appels. Elle savait que le piège s'était refermé, et elle fuyait déjà. J'ai regardé le moment exact où la mythologie de la famille Martinez s'est brisée en 1 million de morceaux irrécupérables. Hector a laissé tomber son visage dans ses mains, un sanglot brisé lui déchirant la poitrine. Sylvia a couvert sa bouche, les yeux écarquillés par le traumatisme d'une trahison profonde et irréversible. Le château de cartes s'était enfin effondré. Il réalisait avec une clarté angoissante qu'ils avaient jeté la fille qui avait bâti un empire dans le feu, tout ça pour vénérer la fille qui leur avait joyeusement tendu les allumettes. Je me suis reculé dans mon fauteuil en cuir,
lissant les revers de mon blazer sur mesure. L'exécution de ma stratégie était sans faille. Il vous reste exactement 29 jours sur l'horloge d'expulsion, les ai-je informés, la voix dénuée de toute pitié persistante. Je vous suggère de commencer à emballer la table en marbre. Avant qu'aucun d'eux ne puisse formuler une réponse cohérente, j'ai appuyé sur l'icône rouge de mon écran. La connexion s'est terminée, me laissant seul dans le luxe paisible de mon gratte-ciel, fixant mon propre reflet dans le verre noir de l'écran. La semaine qui a suivi les fêtes a sombré dans un purgatoire angoissant pour mes parents. Les moitiés déchirées du chèque certifié sont restées sur la surface de leur salle à manger, un monument physique à leur salut ruiné. Les décorations de fête ont perdu leur éclat, se moquant de la terreur silencieuse qui imprégnait la maison. Je n'avais pas besoin d'être dans la pièce pour savoir exactement comment ces jours angoissants se sont déroulés. La nature prévisible de la panique humaine dicte une séquence d'événements très spécifiques. Hector et Sylvia, poussés par l'illusion têtue qu'une faille bureaucratique devait exister, se sont démenés pour trouver un conseiller juridique. Ils ont vidé les derniers restes de leur compte chèque. Quand cela s'est avéré insuffisant, Sylvia a rassemblé son alliance en diamants et plusieurs bracelets en or. Elle les a portés chez un prêteur sur gage à la périphérie de la ville, échangeant des décennies de statuts entretenus contre une maigre liasse de billets de $100. Ils avaient besoin de $5000 rien que pour garantir des honoraires de base. Ils ont réussi à réserver une consultation d'urgence avec Gregory Finch, un avocat. Ils se sont assis en face de lui, leur posture irradiant un espoir fragile et désespéré. Hector a fait glisser le dossier corporatif bleu foncé sur le bureau en acajou poli. Il a expliqué qu'une erreur avait été commise, insistant sur le fait que la banque avait agi prématurément et que le nouveau propriétaire corporatif utilisait des tactiques prédatrices. Finch a ajusté ses lunettes et a passé de longues minutes à scruter les documents. Le silence dans le bureau est devenu lourd, étouffant mes parents alors qu'ils attendaient un miracle juridique. Finch a fermé le dossier et a croisé les mains. Il a livré la sombre réalité des statuts de la propriété de la Floride avec une précision clinique. Il a expliqué qu'une vente aux enchères de saisie publique est blindée. Une fois le certificat de titre émis par le greffier du comté, la période de rachat est définitivement close. Il a dit à Hector qu'il n'y avait pas d'erreur dans les formalités administratives. La banque avait suivi tous les protocoles de notification obligatoires. La vente était légitime, contraignante et entièrement irréversible. Il ne possédait aucune qualité pour agir en justice afin de contester l'expulsion. Hector a refusé d'accepter le diagnostic. Il a exigé que Finch enquête sur l'entité acheteuse, convaincu que Stranger Holdings LLC opérait en dehors des limites de la loi. Il voulait trouver une technicité à exploiter. Finch s'est tourné vers son écran d'ordinateur et a accédé au registre des sociétés de l'État. Il a affiché les statuts constitutifs de la société holding. Il a scanné le dépôt numérique et a tourné l'écran vers mes parents. L'avocat a pointé du doigt la ligne détaillant le membre gestionnaire autorisé de la société. Mon nom y était imprimé en texte noir et clair, Gemma Martinez. Finch a déclaré que le directeur général de l'entité qui les expulsait était assis juste là, dans le registre public. Le coup psychologique a frappé Hector avec une force paralysante. Le dernier lambeau de son déni s'est évaporé. Il a réalisé que je n'avais pas simplement engagé un mandataire pour gérer la transaction. J'avais tissé mon identité dans le tissu juridique même de leur destruction. Ils ne combattaient pas une société sans visage. Ils combattaient la fille qu'ils avaient exilée. Et la loi était entièrement de son côté. Ils ont quitté le cabinet d'avocats en état de choc. Sylvia a demandé à être reconduite à la maison de banlieue, se retirant dans un silence catatonique. Hector, cependant, ne pouvait pas rester immobile. La révélation a déclenché un besoin frénétique de réponse. Il devait affronter l'architecte de sa ruine financière. Il a dirigé son véhicule vers le centre-ville de Saint-Pétersbourg, naviguant sur l'autoroute en direction du complexe d'appartements haut de gamme où Alyssa et Brad résidaient. Il avait l'intention d'exiger que l'enfant prodige répare la catastrophe créée par son mari. Il a contourné le bureau de sécurité en suivant de près un résident à travers les portes du hall. Il a pris l'ascenseur jusqu'au niveau du Penthouse, son pouls battant contre ses côtes. Il a descendu le couloir moquetté et a levé le poing pour frapper à la lourde porte en bois. Avant que ses jointures n'entrent en contact, il a remarqué que le loquet était désengagé. La porte était entr'ouverte. Hector a poussé la barrière et est entré dans le hall. L'appartement résonnait d'un silence creux et désolé.
Les meubles de luxe, les œuvres d'art sélectionnées, l'électronique hors de prix, tout avait disparu. L'espace avait été mis à nu. Les restes d'une fuite précipitée et paniquée jonchaient le parquet. Des cintres en fil de fer jetés étaient éparpillés dans le placard de la chambre. Une bouteille à moitié vide d'eau de qualité supérieure était abandonnée sur l'îlot de la cuisine à côté d'une pile d'avis de retard de paiement non ouverts. La vérité s'est abattue sur lui comme un lourd linceul. Brad et Alyssa n'avaient pas organisé un déménagement en règle. Ils avaient fui. La pression du syndicat du jeu de Miami avait atteint son point d'ébullition, et le gendre en or avait choisi la survie plutôt que la famille. Alyssa l'avait suivi dans l'ombre, ne laissant aucune adresse de réexpédition et aucune explication. Elle avait fait ses valises au milieu de la nuit, abandonnant les parents qui avaient sacrifié leur maison pour financer son style de vie. Hector se tenait au centre du salon vide. Il a regardé par les fenêtres du sol au plafond l'eau étincelante de la baie en contrebas. La réalisation de son abandon total a chassé l'air de ses poumons. Il avait misé sur le mauvais cheval. Il avait investi chaque once de son amour, de ses capitaux propres et de sa fierté dans une fille qui ne le considérait que comme une ressource remplaçable. Dès l'instant où les fonds s'étaient taris, sa loyauté s'était évanouie. Il était entièrement seul, debout dans les décombres de ses propres décisions. Le calendrier avançait sans pitié. La fenêtre de 30 jours mandatée par l'avis d'expulsion se rétrécissait rapidement, s'égrenant vers la conclusion finale inévitable. Hector et Sylvia ont passé ces dernières semaines piégés dans la maison de banlieue. Cela nous ramène directement au mardi matin humide où notre histoire a commencé. Les adjoints du shérif du comté de Hillsborough sont arrivés exactement à l'heure. Le lourd heurtoir en laiton a résonné dans le quartier, une déclaration publique de l'échec de la famille Martinez. Hector a ouvert la porte dans son peignoir en soie, sa dernière tentative pathétique de projeter une autorité s'effondrant sous le regard fixe des forces de l'ordre. L'adjoint principal a remis l'ordonnance d'expulsion finale. Il a informé Hector que le temps de la négociation avait expiré. Ils avaient 10 minutes pour rassembler leurs effets essentiels et quitter les lieux. Dehors, sur les pelouses bien entretenues, le public du quartier s'est rassemblé. Les mêmes voisins que Sylvia avaient désespérément essayé d'impressionner avec sa table en marbre italien et ses publications soignées sur les réseaux sociaux se tenaient maintenant sur leur trottoir, regardant le spectacle se dérouler dans un silence stupéfait. Le cercle de commérage qui avait autrefois élevé ma mère au rang de royauté de banlieue témoignait maintenant de son humiliation ultime. Hector et Sylvia ont franchi la porte d'entrée en portant quelques sacs de sport emballés à la hâte. Ils n'ont pas regardé les adjoints. Ils n'ont pas regardé les voisins. Ils ont gardé les yeux fixés sur l'asphalte fissuré de l'allée, franchissant la ligne de propriété et devenant officiellement des étrangers pour la maison qu'ils dirigeaient autrefois. Le retrait physique de mes parents de leur propriété de Tampa a conclu l'expulsion légale. Mais les retombées sociales ne faisaient que commencer. Sylvia, dépouillée de son château de banlieue et du statut qu'il lui procurait, s'est retirée dans sa dernière forteresse restante. Elle s'est tournée vers le monde numérique. Elle était trop fière pour publier elle-même un appel désespéré, car le faire nécessiterait de reconnaître son échec sur un forum public. Au lieu de cela, elle a déployé un mandataire. Elle a utilisé les services de sa sœur aînée, Patricia. Ma tante Patricia était une femme qui prospérait sur l'indignation fabriquée et les ragots de quartier. Pendant des années, elle et Sylvia avaient rivalisé pour savoir dont les enfants réussissaient le mieux, mais elles s'unissaient toujours sur leur mépris partagé pour la nièce rebelle qui refusait de se conformer à leurs normes. 2 jours après que les adjoints du shérif eurent escorté Hector et Sylvia hors de l'allée, mon téléphone a vibré avec une alerte. Une connaissance commune avait fait suivre un lien vers une publication publique sur les réseaux sociaux rédigée par Patricia. La publication était une masterclass en manipulation émotionnelle. Patricia avait élaboré un récit hystérique détaillant comment un monstre de fille cruelle et vindicative avait orchestré une prise de contrôle hostile du sanctuaire de ses propres parents. Le texte affirmait, elle les a intentionnellement mis à la rue pendant les fêtes par pur ressentiment. Elle a dépeint Hector et Sylvia comme des victimes innocentes d'un stratagème prédateur, des martyrs qui avaient tout sacrifié pour un enfant ingrat. La section des commentaires sous le post s'est enflammée instantanément. Des dizaines de parents éloignés, d'amis de la famille et de voisins de Tampa se sont empilés sur le bûcher numérique. Ils ont tapé des paragraphes de condamnation, qualifiant mes actions d'impardonnables et exigeant que je rende la propriété. La cloche de notification sur mon écran sonnait avec un rythme implacable alors que l'indignation se multipliait. Il y a 10 ans, être témoin de ce niveau de haine coordonnée de la part de mon propre sang m'aurait anéanti.
J'aurais rédigé une douzaine d'excuses larmoyantes, les suppliant de comprendre ma version des faits. La femme assise dans le gratte-ciel de Miami ne pleurait pas. J'ai considéré la section des commentaires qui s'intensifiait non pas comme une attaque personnelle, mais comme un grand livre déséquilibré nécessitant une correction immédiate. Patricia et Sylvia s'appuyaient sur l'hypothèse que j'ignorerais la calomnie ou que je m'engagerais dans une joute verbale émotionnelle et désordonnée qui ne ferait que valider leur statut de victime. Elle apportait des sentiments à un litige factuel. J'ai décidé de répondre avec la seule monnaie qui compte dans ma profession. J'ai ouvert le disque chiffré sur mon ordinateur portable contenant le dossier Martinez. J'ai sélectionné 2 fichiers spécifiques. Le premier était l'avis de défaut d'origine émis par leur prêteur principal daté de 8 mois entiers avant mon intervention. Ce document prouvait sans équivoque qu'Hector et Sylvia avaient dilapidé leur valeur nette et perdu la maison bien avant même que Stranger Holdings LLC n'existe. Le second fichier était beaucoup plus sévère. C'était une copie numérique des mandats d'arrêt criminels fédéraux actifs émis contre mon beau-frère. J'ai utilisé un outil logiciel pour masquer les chiffres sensibles de la sécurité sociale, mais j'ai laissé les charges terrifiantes clairement visibles, fraude électronique, blanchiment d'argent et racket syndicale illégale. Je n'ai pas tapé un long paragraphe défensif. Je n'ai pas utilisé de majuscules pour exprimer la colère. J'ai joint les 2 captures d'écran expurgées à un nouveau commentaire et j'ai tapé une seule phrase clinique, Patricia, pour plus de clarté concernant la véritable chronologie de la saisie et la véritable identité du coupable qui a vidé leur compte. Veuillez consulter les archives publiques ci-jointes. J'ai appuyé sur Entrée et j'ai regardé le commentaire s'afficher tout en haut du fil de discussion. L'effet a été instantané et époustouflant. L'afflux rapide de commentaires indignés n'a cessé. Les fourches numériques sont tombées. Je pouvais presque entendre le halètement collectif résonner à travers l'État de Floride alors que des dizaines de proches bavards cliquaient sur les images haute résolution. Ils ont lu les dates sur la saisie bancaire. Ils ont lu les accusations fédérales de racket portant le nom de Brad. L'illusion soigneusement entretenue de l'enfant prodige à succès et du gendre généreux s'est désintégrée sous leurs yeux. 10 minutes plus tard, la plateforme de médias sociaux s'est actualisée automatiquement. Un message d'erreur est apparu sur mon écran. Le contenu n'était plus disponible. Patricia avait supprimé l'intégralité du post. La lâcheté de l'acte était délicieuse. Elle ne pouvait pas réfuter la documentation, alors elle a tenté d'effacer entièrement le champ de bataille, mais les dommages étaient irréversibles. La rumeur familiale avait déjà digéré les captures d'écran. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a commencé à vibrer avec un autre type de notification. Les messages directs et les alertes SMS ont inondé mon écran. Les tantes, les oncles et les cousins qui ne m'avaient pas adressé la parole depuis une décennie ont soudainement trouvé mes coordonnées. Les messages étaient des tentatives pathétiques de limiter les dégâts. Ils affirmaient n'avoir eu aucune idée de la profondeur de la tromperie. Ils offraient des excuses superficielles, déclarant qu'ils avaient été manipulés par Sylvia et Alyssa. Ils voulaient renouer le contact pour s'aligner sur la fille qui détenait le véritable pouvoir. J'ai lu absolument chaque message. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai laissé les accusés de lecture activée, m'assurant qu'ils sachent que j'avais vu leurs excuses transparentes et les juger indignes d'une réponse. Le silence que j'ai jeté sur eux était un miroir reflétant leur propre comportement au cours des 10 dernières années. Avec la famille élargie neutralisée, il ne restait plus qu'un dernier détail à régler dans cette vaste tragédie, l'enfant prodige. Alyssa et son mari frauduleux avaient fui leur appartement de luxe au milieu de la nuit, abandonnant Hector à l'expulsion. J'ai supposé qu'ils avaient utilisé les fonds volés restants pour s'assurer un passage hors du pays. J'avais tort. La révélation est arrivée tard un jeudi après-midi. J'étais assise dans une salle de conférence au mur de verre dans mon cabinet quand mon collègue David a franchi la porte. David était un ancien enquêteur fédéral en criminalité financière qui entretenait toujours de profondes connexions au sein du bureau. Il a fait glisser un dossier sur la table polie. Il savait que je traquais les numéros de routage offshore associés au syndicat de Miami. David s'est appuyé contre l'encadrement de la porte et a livré la dose finale de justice poétique. Il a expliqué que la loyauté au sein de la pègre criminelle est un mythe. Lorsque les autorités fédérales ont gelé les comptes de Brad, les flux de trésorerie ont été brusquement interrompus. Brad savait que le syndicat exigerait un paiement dans le sens s'il l'attrapait. Il savait aussi qu'Alyssa était un fardeau. Elle était habituée au luxe, incapable de naviguer dans la sombre réalité d'une vie de cavale. Elle croyait que son mari formulait un plan de maître pour récupérer leur richesse.
Elle s'est réveillée seule. Brad était parti. Il a pris les clés de la voiture de location, les téléphones jetables et chaque billet de banque du liquide intraçable restant. Il s'était détaché du poids mort, laissant sa femme bloquée dans un état qu'elle ne connaissait pas. Mais l'abandon n'était que le début de son cauchemar. Parce que Brad était un lâche, il avait structuré ses sociétés écrans pour s'isoler de toute responsabilité directe. Il avait falsifié les documents de constitution en utilisant les informations d'identité de sa femme. Lorsque les forces de l'ordre local de Géorgie ont frappé aux portes de ce motel plus tard, elles ne cherchaient pas une épouse abandonnée. Elles exécutaient un mandat provisoire. Alyssa a ouvert la porte sans argent, sans mari et sans moyen de transport. Elle a été immédiatement détenue pour interrogatoire concernant son rôle de signataire principal sur des comptes liés à une fraude électronique internationale de grande envergure. La fille qui avait exigé que je lui vire 20 000 $. La sœur qui s'était moquée de ma carrière. L'enfant prodige qui avait regardé nos parents sacrifier leur maison pour sa vanité était maintenant assise dans une salle d'interrogatoire stérile. Elle était sans le sou, terrifiée et entièrement abandonnée par l'idole qu'elle avait vénérée. La protection que ses parents lui avaient fournie avait disparu. Le monde réel avait enfin percé ses défenses et il n'offrait aucun pardon. 30 jours après que le shérif eut sécurisé le périmètre, la transition s'est finalisée. Hector et Sylvia ont déménagé dans un complexe d'appartements en parpaing à la lisière industrielle de Tampa. L'unité comprenait une seule chambre, des sols en linoléum jaunissant, et un climatiseur de fenêtres qui cliquetait contre la vitre. Le silence de banlieue soigné qu'il chérissait autrefois a été remplacé par le bourdonnement mécanique des camions de marchandises de passage et l'éclat dur des lampadaires saignant à travers de minces stores en aluminium. Ils n'ont apporté que ce qui pouvait tenir dans le coffre d'une berline empruntée. Les grands placards et les plafonds voûtés de leur passé ont été échangés contre un espace si exigu que 2 personnes ne pouvaient pas se tenir debout dans la cuisine simultanément. 2 semaines après le début de leur nouveau bail, le nombre d'occupants a augmenté. Alyssa a réussi à revenir en Floride avec un billet de bus bon marché. Sa situation juridique en Géorgie avait abouti à une libération temporaire dans l'attente d'une inculpation fédérale. Elle n'est pas arrivée en portant des bagages de marque ou en arborant le sourire confiant d'une visionnaire de start-up. Elle portait un seul sac en plastique de supermarché contenant ce qui lui restait de ses affaires. L'enfant prodige a franchi le seuil de la location miteuse, n'offrant aucune solution et ne portant aucune richesse. Elle a revendiqué le canapé affaissé à motif floral dans le salon. La dynamique entre ces 4 murs minces a basculé dans une réalité étouffante. Hector et Sylvia ont été forcés de regarder l'incarnation vivante de leur ruine tous les jours. Alyssa, dépouillée de Brad et de son empire d'entreprise imaginaire, n'a rien apporté d'autre que des factures juridiques et un silence boudeur. Le piédestal qu'ils avaient construit pour elle s'était effondré, ne laissant que le poids écrasant d'un adulte à charge confronté à un procès fédéral. La claustrophobie de cet appartement a poussé Hector au-delà de son point de rupture. Un après-midi humide, le concierge de mon immeuble m'a tendu une enveloppe pâle à côté de ma pile habituelle de courrier professionnel. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. L'écriture d'Hector, autrefois nette et autoritaire, penchait maintenant sur le papier dans une graphie erratique et tremblante. J'ai apporté l'enveloppe à mon bureau et j'ai brisé le sceau avec un ouvre-lettre en laiton. La lettre à l'intérieur était un plaidoyer frénétique pour obtenir un sanctuaire. Il ne demandait pas de prêt. Il implorait un abri. Il écrivait sur le bruit de l'autoroute, la chaleur étouffante, et l'impossibilité pour 3 adultes de partager une seule salle de bain. Il demandait spécifiquement la permission d'occuper la chambre d'amis dans mon gratte-ciel de Miami. Il proposait de cuisiner, de nettoyer, d'effectuer l'entretien de base. L'homme qui avait déclaré un jour que tenir les cordons de la bourse dictait la loyauté familiale postulait maintenant pour un poste d'homme de ménage. J'ai lu la lettre 2 fois. J'ai regardé dans le couloir vers ma chambre d'amis. J'ai imaginé l'étagère du haut du placard, l'endroit exact où 10 ans de boîtes en carton rejetées avaient pris la poussière. Il voulait dormir dans la pièce même qui abritait la preuve physique de son arrogance. J'ai ouvert le tiroir supérieur de mon bureau en acajou. J'ai contourné les stylos à plumes de luxe et j'ai récupéré une simple fourniture de bureau. C'était un tampon en caoutchouc à ancrage automatique acheté il y a 10 ans dans un tout autre but. J'ai replacé la lettre d'Hector dans son enveloppe pâle et j'ai scellé le rabat avec une bande de ruban adhésif transparent. J'ai aligné la base en plastique du tampon sur son adresse de retour manuscrite. J'ai appuyé fermement. Le mécanisme a cliqué.
Un bloc d'encre rouge audacieux et inflexible s'est transféré sur le papier. Retour à l'expéditeur. Je n'ai pas inclus de notes. Je n'ai pas rédigé de contre-offre. J'ai descendu l'enveloppe jusqu'à la boîte d'envoi du hall et j'ai laissé le service postal livrer mon verdict final. Pendant qu'Hector attendait une réponse qui n'arriverait jamais, Stranger Holdings a lancé la phase de liquidation. J'ai engagé une entreprise spécialisée dans la sous-traitance pour rénover la propriété de Tampa en vue d'une remise rapide sur le marché. J'ai traversé l'État pour rencontrer le chef de chantier le premier jour de la démolition. La maison était vide, résonnant du son creux des bottes de travail sur le bois dur. Sylvia avait laissé la majeure partie de leurs meubles les plus volumineux derrière elle, incapable de payer des déménageurs professionnels et manquant de surface pour les stocker. Trônant au centre de la salle à manger officielle se trouvait la table en marbre italien importé. Elle pesait près d'une tonne, un monolithe de pierre froide acheté avec de la valeur nette volée pour projeter un style de vie qu'il n'avait jamais vraiment mérité. Le contremaître tenait un porte-bloc, esquissant un plan pour démonter soigneusement la dalle de pierre et la vendre à un dépôt de ferraille. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit de laisser les morceaux exactement là où ils tomberaient. Je ne voulais pas que le marbre soit réutilisé ou monétisé. Je voulais qu'il soit éradiqué. Le contremaître a fait signe à son équipe. Un ouvrier s'est avancé, brandissant une lourde masse en acier. Il a balancé l'outil dans un arc large et punitif. L'acier a percuté la surface immaculée du marbre. L'impact a produit un craquement assourdissant qui a réverbéré sur les murs vides. Une fissure en dents de scie s'est tissée au centre de la table. Il a frappé encore et encore. Des morceaux de pierre italienne coûteuse se sont fragmentés, dégringolant sur le sol dans un nuage de fine poussière blanche. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant l'autel de la fierté de ma mère se transformer en gravat non identifiable. La destruction était clinique, thérapeutique et nécessaire. C'était le dernier effacement physique de la façade martinaise. Les rénovations se sont déroulées sans encombre au cours des 8 semaines suivantes. Nous avons remplacé les planchers, modernisé la cuisine et peint l'extérieur d'un blanc neutre et éclatant. La propriété a été mise sur le marché au début du printemps. Parce que le quartier restait très prisé et que l'inventaire était faible, de multiples offres se sont matérialisées dans les 48 premières heures. Marcus a examiné les contrats et a autorisé la vente à un jeune couple qui quittait le Nord-Est. La transaction s'est conclue parfaitement. Le virement bancaire a atteint le compte d'entreprise de Stranger Holdings un mardi matin. Le retour sur investissement a largement dépassé le capital initial requis pour acheter l'acte de propriété en difficulté à la vente aux enchères du comté. Le grand livre était parfaitement équilibré. L'équation était résolue. 3 mois plus tard, je suis de retour là où cette histoire a commencé. Je me tiens sur mon balcon. La brise chaude de Miami transporte l'odeur de l'eau salée et du jasmin. Le soleil descend sous l'horizon, peignant le ciel de teintes vibrantes de violet meurtri et d'or brûlant. Je tiens un verre de vin rouge foncé, le cristal frais contre mes doigts. Le silence dans mon appartement est profond, mais ce n'est plus le silence lourd et angoissant de l'exil. C'est le calme constant et ininterrompu d'une forteresse bâtie sur la vérité. Je pense aux gens blottis dans cet appartement de Tampa. Je pense aux choix qu'ils ont faits et aux dettes qu'ils paient actuellement. Je ne nourris plus de colère. La colère nécessite un lien actif, et j'ai coupé cette ligne avec un tampon d'encre rouge. La guérison ne ressemble pas toujours à un film de Noël. Elle ne se termine pas toujours par des embrassades larmoyantes et des dindes partagées autour d'une table à manger. La guérison ne signifie pas toujours la réconciliation. Parfois, cela signifie survivre au feu et acheter les cendres. Cela signifie regarder le grand livre de votre vie et refuser de porter le déficit de quelqu'un d'autre. À quiconque écoute et reconnaît son propre reflet dans cette histoire, entendez ceci. Vous ne devez pas votre succès aux personnes qui ont financé votre enfance. Vous n'êtes pas un filet de sécurité pour leurs illusions. Si quelqu'un insiste pour vous traiter comme un inconnu, croyez-le. Éloignez-vous. Bâtissez votre empire. Et s'ils essaient un jour de revendiquer le royaume que vous avez construit, montrez-leur exactement de quoi un inconnu est capable.